à la fois tout se passe aux États-Unis et le garçon il apprend les maths et elle apprend à écouter et à communiquer aux gens. Enfin, il y a un truc qui est bon. Je trouve que ça manque de folie. Enfin, le mec il a quand même fait un film avec un pneu qui tue des gens et là il en est à faire le Jonathan Cohen Show dans une PS1 quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Je suis totalement déçu aussi par la mise en scène. C'est Spielbergien au possible, mais ces mouvements de caméra ne veulent rien dire. Je me suis amusé à les compter. Ça ne signifie rien. J'adore Ian McKellen. Je pense que c'est un des plus grands comédiens de théâtre qui existe. C'est un peu le Lucchini anglais du coup. Tu retires immédiatement ces mots de ta bouche. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il n'est question que de réalisateurs prolixes. Steven Soderbergh, auteur de deux films l'année dernière, est déjà de retour avec The Christophers, et son cousin tricolore en termes de productivité, Quentin Dupieux, qui présentait 2 films au dernier festival de Cannes, dont Le Vertige, qui sort aujourd'hui sur nos écrans. Steven Spielberg, l'autre Steven Berg, a lui disparu 4 ans, une prouesse de rareté pour celui qui a souvent sorti plus d'un film par an. On consacre le focus du jour à sa foisonnante filmographie. Et en fin d'émission, carte blanche à moi-même, l'envie d'en faire plusieurs ne manquait pas, mais je regrette de vous annoncer que je n'en ai prévu qu'une. Faut-il traumatiser les enfants au cinéma ? Silence, moteur, La Perche est dans le cadre et on s'en fout, on fait de la radio. Action ! Et bonjour à l'équipe, salut Yuri qui réalise l'émission, salut sur le canapé à ma gauche à Valentin et à Rita, et sur le canapé à ma droite à Félix et à Laurent, j'espère que tout le monde va bien. On commence tout de suite avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche, c'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier les dimanches. Et alors Félix, est-ce qu'on a reçu du courrier ? Oui, des gens qui nous ont écrit des trucs hyper précis, notamment sur notre focus, mais je vais pas commencer par là. On a eu notre focus de la semaine dernière ? Ouais, de la semaine dernière. Qui pour rappel était sur les blockbusters à la française. Voilà, je voulais juste pas commencer par là, mais bon c'est pas grave. On a eu d'abord surtout un retour sur De Gaulle. Nos auditeurs sont globalement emballés par ce film, contrairement à nous. Enfin, certaines personnes ont quand même apprécié. Du pur divertissement, ni plus ni moins. Certains attendent même la suite du film. Enfin, du coup la deuxième partie. Et on souligne que Abkarian est vraiment excellent et très drôle. Ensuite, des retours sur notre focus. Déjà, une première question. Est-ce qu'on ne devrait pas considérer les Mignons et Illumination comme des blockbusters français ? C'est vrai que moi, je me suis posé la question en préparant le focus. Techniquement, c'est quand même des productions américaines, mais c'est vrai que la majorité des gens qui travaillent sur ces films sont français. Tout comme dans ce cas-là, il faudrait considérer que La vie secrète des animaux ou Super Mario sont des blockbusters français. Je pense qu'on s'est un peu référé surtout à la nationalité des réalisateurs et on va dire à la majorité des capitaux. Mais Pierre Coffin, le réalisateur du premier Moi Moche et Méchant est français, c'est vrai. Globalement c'est lui qui fait toujours la voix des Mignons encore aujourd'hui. Voilà, mais globalement il doit être tellement riche. Et en vrai, c'est pour lui. Tellement cool. Mais surtout, pour moi, il y a aussi la notion que c'est pas considéré comme français par les Français, du fait que c'est pas produit et tout, mais du coup quand les gens vont voir Mignon, ils vont pas voir un blockbuster français. Ça va aussi dans l'éthos de ce dont on parlait sur le côté est-ce que les gens se déplacent pour voir des films qui coûtent cher en France. Oui, bien sûr. Et puis surtout, c'est produit par Universal et que c'est une major et que du coup, de fait, c'est plutôt un film américain que français avec des acteurs de voix français, américains, comme tu l'as dit, Rita, Steve Carell et tout. Enfin bon, c'est quand même un produit d'appel mondial avant d'être un. Et l'animation est par ailleurs un autre marché parce que l'animation française est souvent. Ça mériterait presque son propre focus. Oui, voilà. Parce qu'on en a fait un focus animation française. Française ? Ouais. Bon, désolé. Par contre, un focus illumination et parler en mignon tout du long, moi je suis 100% là. Non, je sais pas quel bruit ils font en fait. Ensuite, on a eu beaucoup de précisions toujours sur le focus. Je croyais que c'était Michael ça. Mais c'est Michael. La comparaison avec les Américains est un peu faussée parce qu'on catégorise comme blockbuster en France ce qui est en fait très souvent des mid-budget aux États-Unis. Le cas britannique est intéressant parce qu'effectivement la faible industrie du blockbuster là-bas démontre que ce n'est pas un problème de langue. A contrario, la Corée ou le Japon réussissent à exporter des gros films alors que la langue touche beaucoup moins de monde. Donc pour la France, la question est moins comment faire des blockbusters que quelle part de notre culture peut devenir exportable sans devenir une imitation réduite d'Hollywood. Et la personne est effectivement bonne question. Souligne que c'est pour ça qu'on utilise énormément qu'on puise dans notre littérature et c'est les grands classiques qui sont connus à l'international. Mais il me semble que ça rejoint, ça complète pas mal ce qu'on a dit, donc c'est cool comme. Grave. Et ensuite on a eu beaucoup de retours, beaucoup de love sur la carte blanche d'Émile qui n'est pas là, des retours positifs de gens qui effectivement rejoignent Émile sur la nécessité d'être disponible pour accueillir un film. Typiquement une auditrice a revu Résurrection de Bigan pour pleinement le rencontrer et je crois visiblement là un peu plus rencontré, donc super. Je sais pas comment il est en vrai, je crois qu'il est très jeune, marrant. C'est Valentin l'auditrice ? Non, c'est Claudine. Je parlais de Valentin Gris moi mais qui est peut-être Valentin, ça non, moi. Moi, on les a pas vus tous les moi je l'ai rencontré du premier coup. Coup de foudre. Et on enchaîne avec le box-office de la semaine. Bon, là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi.
c'est plus Star Wars en haut. Et bah oulala, non, Il y a bien dégringolé. Star Wars est en 5e position de ce box-office. Waouh. En première position, eh bien, c'est le retour en fanfare de Scary Movie, qui fait 390 000 entrées. En même temps, les gens ont eu la même curiosité que vous. Vous êtes déplacés en Sur pente sa la semaine première dernière. semaine, On est retourné, qui en fait fait. une moyenne par copie de 792 personnes, ce qui est Énorme. pas mal. Pour un film à la con comme ça, oui. Je vais juste repréciser parce que quelqu'un m'a posé la question récemment et on le dit un peu comme ça, si jamais. La moyenne par copie, ça veut dire combien de gens il y avait dans la salle en moyenne dans chaque cinéma Oui, par fait, semaine. C'est par semaine. copie, donc c'est combien de gens sont allés voir le film dans Dans la une certaine salle salle, dans une salle. sur la totalité de la journée en moyenne. La semaine pour le coup. La semaine, on La parle de la semaine. semaine. C'est-à-dire Pardon, que la oui, moyenne oui, par voilà. copie, c'est-à-dire qu'on prend, par exemple. Oui. Mais on c'est prend- mais c'est pas par séance. C'est pas Non, la non, moyenne par non, non. séance. C'est vraiment par copie exploitée. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 80. Oui, voilà. Là, en l'occurrence, il y a 493 copies en exploitation du film. Ça veut dire que ça peut être plusieurs copies au sein d'un même cinéma. Ça peut Oui, être. oui, C'est ça. Il y avait bref. des multiplex, voilà. Exactement. Mais ça veut dire qu'on prend les 390 000 entrées, on le divise par le nombre de copies, on obtient une moyenne de spectateurs par copie. C'est assez finalement logique. On est pas tous Ça des va, pros j'ai en pas maths. tout mais- faire tout le monde. Non, mais c'est l'échelle qui est effectivement du coup la semaine de calcul. Voilà. Tout ça pour dire que la bataille de Gaulle, l'âge de fer, Avengers, Resistance, Assemble, fait 388 000 entrées Le pour Suisse sa Jean Moulin. première semaine. qui sont- Ce qui est, je pense, pas loin de la catastrophe industrielle pour Pathé, puisque du coup, si on suit la logique du box-office, le film devrait à peine dépasser le million d'entrées pour un budget qui est annoncé à 40 millions, qui en réalité est probablement au-delà. C'est pas bien. Je crois qu'ils attendaient 5 ou 6 millions pour être juste à l'équilibre sur leur budget. Ça ne va pas arriver de sitôt. On va Et voir il y a le 2 qui et il y a sort le 2 le qui 1er sort dans juillet. un mois. Et historiquement, les suites font moins que les films d'origine. Donc je sais pas trop où ça va aller ils le cette sortent histoire. aussi rapidement. En fait, Enfin, moi je pense ouais, que ouais. leur idée c'était de sortir le premier 4 semaines plus tard, le deuxième, et Ouais. d'avoir les deux qui dominent l'été. Mais les gens vont même pas comprendre que c'est pas le même film. Mais d'autant plus qu'ils ont des titres à rallonge tous les deux. Mm. Et Ah bah, c'est horrible. La bataille de En Gaulle vrai, c'est partie triste 1, pour l'âge plein de de gens. fer, et le deuxième s'appelle la bataille de Gaulle partie 2, j'écris ton nom. Donc vraiment, il y a un truc où je sais. Et bon, l'affiche est bref. encore moins lisible. Donc, C'est triste. Hein. on va. Bref. Comment ça peut être moins lisible? Bah, tu vas voir. Et donc Obsession qui finalement rattrape son retard sur les Américains puisqu'il fait plus 40% au box-office sur sa allez. 4e semaine d'exploitation. Enfin, on a rattrapé la trend. On était un peu en retard, mais nous y voilà. Et The Amazing Digital Circus Acte Final. Qui est quand même un truc qui est également une web série d'internet, YouTube, tout à fait. paraît-il, qui arrive 6e au box-office, donc la 3e nouveauté à se hisser dans ce top 10 qui fait 158 000 entrées sur sa première semaine d'exploitation. Je voulais en parler parce que c'est pareil, un truc qui est passé complètement sous les radars et qui peut-être présage également d'un succès d'un autre film émanant d'internet qui sort dans quelques semaines qui s'appelle Backrooms. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce box-office. Et le premier film dont on débat aujourd'hui, c'est The Christophers, le retour de Steven Soderbergh après, je sais pas, 3 Puis mois t'es pas d'absence. parti très longtemps. Voilà. hein. Other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job. Think of this as a way to get revenge. This isn't about the unfinished Christopher. Julian is it? Sklar, ancienne figure majeure du pop art londonien devenu misanthrope, n'a plus rien peint depuis des décennies. Ses enfants, avides d'héritage, engagent Laurie, restauratrice et ex-faussaire, pour se faire passer pour son assistante. Sa mission, finir en secret une série de 8 toiles inachevées, les Christophers, et en tirer une fortune. Rita, est-ce que tu avais vu les 2 derniers films de Steven Soderbergh qui sont tous les 2 sortis l'année dernière? Black Bag et Présence. Présence. Alors, Je crois que Présence, Black non. Bag s'appelle The Insider en En français. français, tout à fait. The Insider, oui, qui m'a laissé un peu distante, que je trouvais très froid malheureusement. Et Présence, non, parce que c'est un film d'horreur et que je ne les vois pas. Bon, vous avez dit pas mal de bien. Je Est-ce pense que tu pourrais voir présent. Oui, je pense Ouais, que ça c'est va. visible. Ouais, C'est pourquoi plus un pas. drame qu'autre chose. en fait. Ok. Et sinon, Soderbergh de manière générale, pour me situer d'où je parle par rapport à lui, c'est quelqu'un dont je respecte énormément le cinéma et je revois Ocean's 11 au moins une fois tous les 18 mois. Donc, As voilà. you should. Bah, normal. Et même le 12, qui est une popular opinion, un bon film selon moi. En tout cas, j'y suis allée déjà pour Soderbergh et aussi parce que le pitch me faisait vachement kiffer. J'adore tout ce qui... plus tôt cette année, on a eu The Mastermind de Kelly Reichardt. J'adore tout ce qui concerne des escrocs dans le monde de l'art, qui en plus est quelque chose que je trouvais qui m'est très étranger. Je connais pas du tout, je suis pas du tout... L'escroquerie ou l'art? Les deux. Encore que. mais encore moins l'art, je dirais. je connais vraiment pas grand chose à l'art qui ne bouge pas, je dirais. Donc tout ce qui est tableau, peinture.
sculpture. Et j'adore Ian McKellen et je suis toujours triste de ne l'avoir jamais vu au théâtre parce que je pense que c'est un des plus grands comédiens de théâtre qui existe, alors même que je l'ai jamais vu. C'est un acteur notoirement shakespearien qui voilà. connaît, je crois, tout Shakespeare par cœur, enfin qui est une espèce et qui, de dès monstre. qu'il le déclame, en fait, même je regarde toutes ses interviews parce que souvent on lui demande de déclamer du Shakespeare et il est fou. Est-ce que c'est un peu le Lucchini anglais du coup? Tu retires Désolé. immédiatement ces mots de ta bouche. Je sais Je suis en pas. train Non mais d'imaginer déjà avec un Lucchini accent c'est anglais. pas une icône queer, tu vois, donc déjà tu t'arrêtes Voilà, là. donc j'y venais. Il est connu pour être Gandalf et pour être Magneto dans X-Men, mais il est connu aussi pour être une icône LGBT+, iconique, j'allais dire, une icône iconique incroyable, pour être... c'est quelqu'un que j'admire et qui, dans ce film, à 86 ans, livre une de mes performances préférées de l'année pour l'instant, alors que c'est tellement difficile puisqu'il est censé jouer le vieux... globalement, si je tire les traits, le vieux 68 devenu réac. Il est censé jouer... Le vieux peintre fou, quoi. En plus, il est mais une forme de Cohn-Bendit bizarre. Pour moi, c'est dire que c'est pas une bonne référence. Pour moi, c'est Terry Gilliam. C'est littéralement mais Terry je connais Gilliam. pas assez, mais ouais. Genre le mec qui était. Elle connaît mieux Cohn-Bendit. Je connais pas la personne, je connais Cohn-Bendit, on passe une très bonne soirée. Si vous avez suivi ce qu'est devenu Terry Gilliam aujourd'hui, pour moi, c'est un peu ce que joue Ian Voilà, et donc McKellen. c'est très galvaudé. Pour moi, c'est des choses qu'on voit trop en ce moment. Et elle, et donc j'adore Michaela Cole pour sa série I May Destroy You notamment. Et j'avais très peur du truc de genre lui c'est le boomer et elle c'est la Gen Z millennial wokiste. J'avais très peur de ce truc-là un peu cliché vu par Soderbergh où je sais pas trop où il en est dans sa vie en ce moment sur ces sujets-là. Et en fait, je trouve que c'est assez intelligent sur cette question parce que c'est pas vraiment un film de lutte de bataille culturelle du tout. C'est plutôt un film sur la transmission, sur la mémoire et sur le défaut que la mémoire peut nous faire. Cette phrase était très structurellement bizarre, mais je trouve que c'est la mise en scène m'a vachement attirée parce qu'il essaye pas de filmer avec une côté un peu laiteux, cet appartement, enfin cette maison londonienne ultra vétuste avec des trucs qui traînent de partout, qui est sûrement un syndrome de Diogène qui se cache quelque part. Il la filme vraiment avec non pas une froideur, mais genre juste très sobrement. Et j'aime vraiment beaucoup la mise en scène de ce huis clos. Ça m'a beaucoup rappelé très bizarre le film. Je l'ai plus. Emma Thompson qui recrute un homme. Ah oui. Mes nuits avec. Mes nuits avec Alfie. Peut-être, ouais. Bah en fait, ça m'a rappelé ça, le huis clos entre deux personnes qui ont une différence d'âge. L'un est un monstre Mes nuits avec Léo. L'un est un monstre sacré du cinéma anglais, l'autre est un jeune up and coming. Ça m'a beaucoup rappelé ça, et avec les mêmes qualités et les mêmes défauts, à savoir il y a des dialogues super aiguisés que j'ai trouvé très intéressants, et c'est vraiment une pièce de théâtre filmée, mais justement. Comme Yuri en a beaucoup parlé dans une de ses cartes blanches, c'était pas du théâtre filmé, c'est vraiment, il y a une mise en scène assez intéressante là-dessus. En fait, il y a un minimalisme, il y a deux comédiens dans une maison, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Exactement, et c'est vraiment des super comédiens, quoi. C'est super comédiens, et donc même si le texte parfois est défaillant, et même si j'aurais aimé qu'il aille encore plus loin dans cette idée-là de l'escroquerie et du retournement de situation, c'est quand même super, et les quelques ruptures de ce huis clos qu'on a, notamment avec James Corden et la meuf de Baby Reindeer, qui joue des pif et pouf, quoi, genre des frères et sœurs super chiant. Même ça, c'est débile. Les enfants d'Ian McKellen dans le film. Voilà, je pense que j'aurais oublié ce film dans 6 mois, malheureusement. Donc je ne suis pas 100% positive, mais c'était parfait à voir un dimanche ou un lundi soir. Et il y avait quand même quelques fulgurances dedans qui font que je dis que je pense que c'est quand même un très bon film. Avoir le test du temps. Dans 6 mois, j'en parlerai un peu sans que personne m'ait rien demandé. Genre, on commencera les cours, j'étais en mode et Soderbergh. Donc voilà. Parce qu'il aura sûrement sorti 3 autres films entre temps. Valentin, est-ce que tu trouves toi aussi du coup que c'est un petit mais plaisant Soderbergh avec quelques fulgurances? C'est compliqué parce que Soderbergh, j'ai l'impression qu'il fait quand même que des projets petits, en bien ou en pas bien. Il y a quand même beaucoup de minimalisme dans son cinéma. Alors je sais pas si c'est parce qu'il en fait trop et que du coup il a pas le temps de faire des gros trucs. J'allais dire plutôt dans la deuxième partie de sa carrière. Oui, non, mais bien sûr, j'entends. Le Soderbergh des années 2020, il y a quand même avec des trucs qui sont super. Genre par exemple, moi Présent, j'avais trouvé ça très bien. The Insider, un peu décevant, mais parce que je pense que je projetais beaucoup de choses en espérant que ce soit vraiment un grand film, mais c'était un peu moins bien que ça. Mais avec des gros loupés aussi. Je me rappelle de Kimi par exemple qui était sorti en 2021-2022, qui était une vraie catastrophe. Donc moi je continue à suivre ce qu'il fait parce que j'ai l'impression qu'il y a à chaque fois un petit projet, mais c'est toujours surprenant. Et je trouve que ce qui est génial là, c'est que c'est un film vraiment truculent dans le sens où il a vraiment casé 2 gueules dans une maison, comme tu disais Yuri, et après il les a fait interagir. Il y a un truc très théâtral dans la mise en place et aussi dans l'utilisation des seconds rôles, parce que c'est vraiment les seconds rôles du théâtre classique, de l'espèce de comic relief qui revient toutes les 2-3 scènes, mais qui va jamais avoir un enjeu énorme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je pensais que le film serait beaucoup plus un film de casse, vraiment dans le sens où on va escroquer quelqu'un, un film d'arnaque, voilà. Et en fait c'est vraiment pas ça.
Ce qui du coup est surprenant et en même temps me gêne pas parce que je me rends compte qu'effectivement cette notion de transmission, cette idée de peindre un personnage comme ça, d'artiste qui est en train aussi qui est en train de dépérir, parce que bon, je vais pas spoiler tout le film, mais il se trouve à un moment où cette présence est quand même contestée dans l'espace du film, quoi. Et donc du coup je trouve que c'est vraiment en fait c'est assez touchant. Je m'attendais pas à être touché par le film, donc par là il y a une victoire. Je trouve que c'est un film qui m'a surpris, quoi. Et c'est plutôt quand même déjà une bonne nouvelle. Yuri, est-ce que toi aussi, t'as eu des surprises devant The Christophers ou c'était le... Bah ouais, moi je suis toujours déconcerté avec la légèreté et la facilité avec laquelle Soderbergh fait des films, quoi. Et surtout avec la facilité avec laquelle il passe aussi d'un genre à un autre. C'est ça qui est génial, parce que du coup tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est une boîte de chocolat mais un peu, et il y a un truc en fait tellement léger, facile, évident, marrant, qui moi déjà m'a énormément plu, parce que c'est finalement assez rare les cinéastes, en fait, les cinéastes qui ont sa carrière, son nom, qui peuvent quand même encore monter des projets sur leur propre renommée, qui vont décider de faire comme ça un film à contrainte. Et littéralement, c'est un Kammerspiel. C'est vraiment l'histoire de. Une pièce de théâtre qui se passe entre quatre murs, quoi. Non, mais le terme est des techniques, quoi. Oui, mais à l'intérieur de ça, oui, parce que c'est un genre de pièce extrêmement particulier. Mais je trouve qu'à l'intérieur de ça, il arrive en effet, vous l'avez déjà dit, les dialogues, les performances de Michaela Coel et de Ian McKellen. Mais surtout, moi, je trouve qu'il y a un choix de mise en scène qui est assez marrant, c'est qu'il filme jamais les tableaux du gars. C'est-à-dire que presque à aucun moment, on ne voit ce qu'il peint. Donc en fait, tout ce qu'on nous raconte sur sa peinture, sur ce qu'il est, sur même en fait, tu vois, tu dis figure majeure du pop art, ça c'est la réputation qu'il a. Du coup, c'est beaucoup plus un film sur la réputation, la valeur boursière, la valeur commerciale de son art que finalement un film sur le geste artistique, l'art, etc. Donc et en fait, moi c'est ce que j'adore chez Soderbergh, c'est qu'il fait toujours un peu lui-même. Il fait des films de braquage, mais il fait aussi des braquages à l'intérieur de ses films, quoi. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de postulat de dire je vais te raconter un film sur quelqu'un qui va faire des attention Rita, qui va faire des faux tableaux dans un but d'arnaquer quelqu'un et de finalement prendre la place sur le marché de l'art. Mais en fait, finalement, dans le truchement de ce truc-là, il va te raconter que finalement le tableau, on s'en fout, que le storytelling et l'histoire qu'il y a autour importe beaucoup plus que le geste en lui-même, que finalement tout ce qu'il y a autour de la création de ce tableau et les liens aussi humains qui vont se créer autour de la confection de ces fausses toiles, finalement valent plus, racontent plus que la valeur intrinsèque artistique de ce qui est sur la toile. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez marrant, assez malin, que j'attendais pas du tout d'ailleurs de ce film-là, et qui fait que pour moi, c'est hyper réjouissant à regarder. Moi, je conseille aux gens d'aller voir ce film parce que c'est 1h30 d'une espèce de bonbon acidulé hyper élégant et avec quand même énormément d'axes de réflexion qui peuvent émerger en le voyant. Donc c'est vraiment quelque chose qui en plus est très facile à regarder, très agréable, très doux et qui ne se prend pas la tête et qui par ailleurs du coup a quand même cette portée là que je ne lui soupçonnais pas. Voilà. Et alors Laurent, je te donne la parole en dernier. T'as été quand même vraiment moins emballé que tes camarades par The Christophers. Je vous trouve un peu trop indulgent. T'es le ronchon de la bande. Sur ce film qui est... Toi, t'es le papy gâteux de McKellen en fait. Non mais alors voilà, c'est-à-dire que c'est le Ian McKellen movie, c'est-à-dire on va te montrer Ian McKellen qui est extraordinaire dedans et qui joue trop bien. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même vraiment des monologues à rallonge où c'est lui qui cause et on va le filmer lui causer. Ce qui est pas forcément pour me déplaire, mais enfin c'est vrai qu'il y a comme des moments où du coup ça rame un peu et c'est des trucs qu'on a déjà vus, etc. Dans ce film en tout cas. Et donc dans l'absolu, je trouve que le film est mécaniquement un peu léger, c'est-à-dire que au final, ça démarre au bout de quasiment 30 ou 40 minutes de film, et avant, ça patauge un peu, et on a un peu compris la mécanique. Il y a un côté un peu léger, je trouve, dans la manière dont il veut essayer de raconter cette histoire, alors qu'en fait, moi, je la trouve très attendue. C'est-à-dire que cette histoire, en fait, de transmission entre ces deux artistes, finalement, et leur rapport à l'art, etc., et de comment... ce qu'ils essaient de raconter autour de ça, et finalement
relativement convenu, d'autant que je trouve que la mise en scène n'est pas très intéressante, ce délire très caméra à l'épaule, où je pense qu'il l'a encore tourné à l'iPhone d'ailleurs celui-là à mon avis. Non, je crois pas. Quand même. non, Ça renvoie un peu quand même cette vibe-là. Oh. Mais Parce que toi, tu l'as regardé sur ton iPhone. Bien sûr. Non, mais parce que c'est pas forcément un problème, parce que dans Présence, par exemple, se tourne à l'iPhone et c'est super, hein, donc voilà, c'est pas C'est forcément. pas un iPhone non plus. Désolé. Dans Présence ? Ouais. Merde, je croyais qu'il avait fait tout un truc pour montrer que c'était un iPhone. Non. C'est Blackback. C'est quoi un iPhone, Laurent ? Non, Blackback C'est un n'est pas non plus téléphone. tourné à l'iPhone. Bon, bref. Est-ce qu'il a déjà fait un film à l'iPhone Il a fait 3 films à l'iPhone, voilà. mais je crois qu'il s'est calmé quand même. Dont sur un le que j'avais truc. vu que j'avais trouvé super, enfin, je suis sûr que ça a été fait à l'iPhone, celui avec Claire Oceans. Foy. Bon, bref. Ouais, C'était vachement Insane. ouais, Ouais. Insane. Qui était vachement bien. Bref. Et donc, du coup, il y a un côté. Il y a un côté un peu, ouais, pas vraiment très caméra à l'épaule, machin, dans ces espèces d'espaces de maisons, parce qu'en fait, il y a 2 maisons collées. Ouais. Parce que le mec, en fait, est tellement richissime qu'il a 2 maisons collées. Je pense à. C'est très drôle, génial, elle sonne à la porte, il fait genre Ouais. wrong door. Ouais, et sur c'est un sur gag Grosvenor qui Square, enfin sur une place clairement, je sais pas si c'est Grosvenor Square, mais enfin sur une place vraiment genre de mecs blindax dans le centre de Londres, quoi. Enfin, tu vois, je pense que la maison en elle-même, elle vaut 5 millions de livres minimum, tu vois. Et il en a 2. Et ben rien que ça, tu vois, c'est pas hyper. Je trouve pareil la manière dont c'est filmé et donne pas vraiment la mesure de ces espaces-là. Il y a pas mal de trucs en fait qui sont un peu lèges et je trouve pas hyper bien foutus. Je trouve que du coup l'intrigue est du coup pas bien menée et qu'il y a des moments où on s'ennuie un peu. Après, ce que ça veut raconter du marché de l'art, je trouve ça assez intéressant. Tu vois, justement, genre, en fait, personne n'en a rien à foutre de la peinture, personne n'y comprend rien. Ouais. Donc, tu vas acheter des tableaux sur des vibes, des histoires. Mais c'est tout ce qui que ça travaille le raconte. personnage, hein, c'est qu'il est. Et que justement, et que tu vois ce que ça implique d'être un artiste, de mettre des parts de toi-même dans tes œuvres et de pas te laisser parasiter. Enfin, il y a des trucs qui sont intéressants là-dessus, vraiment, pour le coup. Et leur connexion va naître du fait que elle choisit de ne plus montrer ses œuvres et que du coup son respect à lui va aussi naître de ce truc-là. Il y a plein de choses assez fines là-dedans. Qui est assez, pour le coup, je trouve assez fin. Et qui fait que le film a quand même un intérêt et pas du tout une catastrophe ou un enfer absolu, tu vois. Mais mais voilà, je trouve ça un peu mollasson et un peu faiblard. Et surtout, tu trouves la mise en scène pas inspirée, Je trouve la contrairement mise en par scène exemple pas à très Yuri. inspirée, ouais. Et ça m'a surpris parce que j'en attends plus, tu vois, de Soderbergh de ce point de vue-là. Après, aussi, moi, j'aime pas trop les délires caméra à l'épaule. Je pense que j'en ai trop bouffé. Il y a pas que de la caméra à l'épaule. Franchement, beaucoup quand même. Bah. Où là, il se déplace, machin. Il fait Par des contre, trucs, enfin, il y a genre- une caméra qui rend, excusez-moi les termes non techniques, mais qui se déplace dans l'espace un peu comme quelqu'un qui visiterait un endroit pour la première fois. Genre, c'est ça. Voilà, coulisses qui Ouais, mais coulisse je un te petit dis, peu, mais c'est de avec- la, avec un- c'est pas non plus cadré. shaky, mais avec un côté, tu vois, genre, bref. Moi, ça me plaît pas trop. D'accord. Et donc, non, il y a des trucs vraiment intéressants dedans, il y a des trucs qui sont un peu plus ratés. Ça, c'est pas un si grand film que ça. Après. Mais je crois que personne n'a dit que c'était un Oui. grand film. Non, mais enfin, je veux dire, tout le monde Mais est vous là à avez dire que trouvé c'est ça, vous super. avez trouvé que T'as c'était dit, je plaisant. conseille vraiment à le gens de Bah, voir moi, ça. je conseille vraiment aux gens parce que c'est un super dimanche après-midi à passer. tu La vois. réalité, c'est qu'on s'emmerde un peu quand même parfois. Ah, et pas que moi. du coup, c'est pas si. Laurent, que il c'est préfère pas- regarder Right. le golf le dimanche. Moi, je préfère le golf. T'imagines le mec, t'imagines les T'imagines, mecs en qui buvant regardent du le thé. golf. Il y a plein de gens qui regardent du golf. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils peuvent continuer à le faire, mais pas forcément écouter cette émission ou alors. Oh. Mais Ils peuvent faire les deux en même On temps. met des je pense. limites Je maintenant. connais c'est- des auditeurs qui regardent du golf. Hein. et ben, Et bah, qui reste Moi, j'adore les sports chiants, donc. Qu'Allah le miséricordieux veille sur eux peut-être. Toujours est-il que voilà, c'est pas si bien que ça. Rita, à tout moment, tu peux le dégager d'ici. hein. Moi, je tiens à dire, entre ça et la bouteille de vin qui est en devant la caméra depuis tout à l'heure, on va se faire strike à tout moment. Enfin, Je sais pas, bon, j'aurais pu dire que Dieu les ait en sa sainte Non, garde. non, Oui, mais non, t'as pas dit Dieu. C'est un peu la même chose, hein, tu sais. Mais, Oh, wow. Et on passe à la suite. Et on passe à la suite, puisque. c'est vous qui me lancez sur des trucs, les gars. Moi, je fais Un ce que je fais. Steven tu vois. Berg en chasse un autre. On va maintenant s'intéresser à Disclosure Day, le nouveau Steven Spielberg dont on écoute tout de suite la bande-annonce. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? Ok, je me permets de vous lire ce pitch officiel où on dirait un Michael Bay. Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls, si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité et elle appartient à 7 milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable. Disclosure Day.
On n'est pas à 8 milliards maintenant? Si, il est à Bah, 18 si. dans le film. Bah, le pitch, Bah ouais, mais le c'est pitch en 7 fait. dans le pitch. Le pitch, il date de l'époque à laquelle Voilà. ce film a été pensé, c'est Voilà. il y a 20 ans, quoi. Allez. Exactement. Pardon. Yuri, je vais commencer par toi. Donc, on n'avait pas vu ce Steven-là depuis The Fablesman en 2022. J'ai regardé, c'est Tiens, encore écorché un nom, parce que c'est Fablemans. Fablemans. c'est seulement la deuxième fois au cours de sa filmographie qu'il fait une pause de 4 ans. Parce que vraiment, d'habitude, il les enchaîne. Et la dernière fois, c'était, si je dis pas de conneries, Juste avant Jurassic Park. c'est ça, et il a fait- Schindler's List, et on l'avait un peu chassé d'Hollywood selon ses termes, et il est revenu en puissance. Et après. oui, voilà. Et surtout, il avait fait 2 films juste avant ce gap de 4 ans. Yuri, est-ce que c'est un bon cru Spielbergien? Par où commencer? Alors, déjà, placer le fait que c'est un film. Non, mais c'est un film qu'on attendait évidemment beaucoup, que je pense le monde entier qui s'intéresse un peu au cinéma. 8 milliards d'individus. Les 8 milliards Les d'individus 7 attendaient. disent le pitch. Sachant qu'on avait du coup laissé Spielberg sur des espèces de projets à la fois étranges et extrêmement personnels qui étaient West Side Story et The Fablemans, donc à la fois un projet qu'il avait toujours envie de faire, une espèce de comédie musicale, une expérimentation formelle, et puis son espèce d'introspection familiale qui nous donnait un peu les clés de son cinéma, de four au box-office quand même, il faut le dire, en tout cas au niveau mondial. Film Covid quand même. Hein. Certes, mais quand même. Enfin, il y a eu des films Covid qui ont marché. Ces deux-là se sont quand même notoirement vautrés. Et donc, Papy Stevie s'est dit qu'est-ce que je vais faire d'autre, et il dit voilà, je vais reprendre une histoire que j'ai envie de raconter depuis 50 ans. Était-ce une si bonne idée, qui va du coup se renouer avec le Steven Spielberg de rencontre du troisième type, les aliens, le fantastique, l'imaginaire. Moi, je trouve que c'est à la fois un des moins bons Spielberg récents et un des moins bons Spielberg tout court. En tout cas, c'est mon sentiment à la sortie de la salle ce matin. Je vais très vite évacuer les questions de forme, parce que je trouve que le film est formellement quand même très solide. C'est bien photographié, c'est solidement mis en scène. La première heure est une espèce de longue séquence de course-poursuite, et qui est d'ailleurs assez bien introduite, où en fait on ne sait pas qui sont les personnages, et il y a un truc de mise en tension immédiate, on ne sait pas trop où ça va, et ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il maîtrise plutôt bien son thriller paranoïaque. Là où en fait le film va pour moi se vautrer et être une sorte de contradiction dans les termes mêmes de son propos, puisqu'on va dire que le propos du film, et je vais essayer de spoiler le moins possible pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, c'est de dire globalement, nos petites bisbilles d'êtres humains qui nous battons les uns les autres pour des petites questions de guéguerre entre nous, ça n'est rien à l'échelle du cosmos, et globalement le film nous dit ayez les yeux ouverts, ouvrez les oreilles, il y a des petits hommes verts, et les petits hommes verts sont des aliens qui sont là, qui essaient de nous apprendre l'empathie, et nous ne les écoutons pas. Le problème étant que le film nous prêche cela, alors que dans le fond, en fait, c'est quand même une vision ultra étriquée du monde. Ça se résume à quoi? À un mec et une meuf, des Américains moyens. Les petits hommes verts, ils sont apparus que aux États-Unis. Ils ont choisi leur messie aux États-Unis. Et du coup, moi, ça me renvoie à une espèce de frustration, parce que du coup, le film se veut une espèce d'ouverture humaniste presque métaphysique sur l'existence et le monde, et puis finalement s'arrête finalement pas plus loin que la clôture de son propre jardin. Et ça me renvoie à une limite que j'ai quand même assez souvent avec certains films de Spielberg, c'est que c'est un cinéaste, tout ce que vous voulez, virtuose, que moi j'adore, que on va en parler en focus, défends, de toute mais façon. voilà, c'est pas du tout une question de dire que Spielberg c'est pas bien. C'est quelqu'un, en fait, c'est un cinéaste qui, avec toutes ces qualités qu'il a pour moi un imaginaire qui est assez pauvre et assez classique et assez banal. Et c'est pas du tout quelque chose que je lui reproche, c'est-à-dire que dans certains films, c'est très bien. Et en fait, il veut pas faire plus qu'un film d'épouvante quand il fait Les Dents de la Mer, il veut pas faire beaucoup plus qu'un film d'anticipation quand il fait Minority Report. On en reparlera, parce que je suis pas complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais son imaginaire est profondément ancré dans celui d'un gamin des années 50. En fait, c'est ça que ce vers quoi je veux aller, qui est les aliens sont des petits hommes verts, quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a un truc où New Mexico, Roswell, le mensonge du gouvernement américain, machin. En fait, tout ça, c'est
quand même globalement ancré, et ça dans beaucoup de ses films, les esthétiques de ces aliens, en fait à chaque fois qu'il va taper dans de l'imaginaire, dans du futurisme, dans la science-fiction, c'est quand même beaucoup des choses qui sont ancrées profondément dans l'imaginaire de son enfance et de son adolescence, qui sont les années 50-60, et notamment le cinéma des années 50 et des années 60. Mais ceci, dans Rencontre du troisième type, on les voit très très peu. Dans E.T., il en fait quelque chose quand même d'assez novateur. Et parce qu'en fait, ça c'est le deuxième point vers lequel je viens, c'est que finalement, E.T., qui est un film que j'adore, en fait, malgré le design de l'alien qui est devenu culte, mais qui en réalité ne s'éloigne pas beaucoup. T'aimes pas sa petite phalange orange? Non, mais qui ne s'éloigne pas beaucoup des représentations des aliens qu'on avait dans le cinéma bis des années 50-60. Il y a un cœur émotionnel à E.T. qu'il n'y a juste pas dans ce film. Et c'est-à-dire qu'on est quand même dans un truc qui est archi froid. Moi, je ne m'attache jamais à aucun des personnages. Son globi-boulga religieux, moi, ça me fait rigoler. J'ai ri dans la salle et c'était terrible. Enfin, ça devient ridicule. Et le film souffre quand même cruellement de la comparaison avec un film qui est sorti il y a maintenant 10 ans, qui est fucking Premier Contact de Denis Villeneuve, qui proposait alors on peut ne pas aimer le film, mais qui proposait une esthétique de l'alien, une esthétique même de ce qu'on pouvait apprendre au contact d'une nouvelle civilisation, qui était infiniment plus vertigineux que un petit homme vert qui apprend les maths aux garçons et l'empathie à la femme. Enfin, il y a quand même un truc qui est quand même terrible, qui l'a aussi fait rigoler, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois tout se passe aux États-Unis et le garçon, il apprend les maths et elle apprend à écouter et à communiquer aux gens. Enfin, il y a un truc qui est bon. Il est un petit peu vieux, oui. Je voulais te poser une question là-dessus. Ouais. Par rapport à Projet Dernière Chance, qui est sorti il y a quelques mois. Ouais. En fait, malheureusement, tout ce que tu dis souffre de la comparaison avec Projet Dernière Chance, qui est un blockbuster qui est un film plus Spielbergien que celui-là. Ouais. En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une idée de l'émerveillement et de la communauté humaine, avec quand même un arrière-fond, un fond un peu vertigineux de, en vrai, on est dans la merde en tant qu'espèce, que j'ai l'impression qu'il t'a manqué dans ce film-là. En tout cas, simplement une sorte de lien émotionnel en fait, dont il n'arrive jamais à se détacher, parce que finalement, la vision du monde étriqué que défend le film, je n'arrive moi jamais à ne pas la voir. Mais et du coup, il y a un truc. Est-ce que Projet Dernière Chance arrive à donner vraiment une espèce de dimension internationale, malgré effectivement beaucoup de points communs. Mais qui est pas son sujet, parce qu'il veut faire un thriller paranoïaque sur fond d'aliens. Mais en fait, finalement, à part te dire que le gouvernement nous a menti et nous sachons qu'il y a des aliens, il y a rien d'autre. C'est-à-dire que c'est la seule intrigue du film, c'est ça. Et je viens à mon dernier point. Il y a malheureusement d'autres trucs, mais que c'est pas forcément les meilleurs points. Voilà. Et du coup, un des derniers points, c'est que je trouve que le film fait une très très mauvaise utilisation de la musique de John Williams, qui est quand même le plus beau morceau. Il est au générique. Si vous écoutez l'album, c'est le premier morceau qui s'appelle Listen, 3 petits points. Ce morceau-là, il est au générique de fin, et c'est un des plus beaux morceaux que Williams a écrit ces, je pense, 20 dernières années. Il n'est pas dans le film, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je suis un peu moi vraiment très déçu par le film, parce que je trouve qu'il ne tient pas ses promesses et que ça me déçoit par rapport à un cinéaste qu'en effet j'admire et que j'aime beaucoup, et que parfois quand la copie elle est ratée, faut aussi le dire. Félix, alors toi t'avais beaucoup apprécié Projet Dernière Chance dont on vient de parler, et t'es un grand fan de La Guerre des Mondes. Oui. Toi aussi ? Parce que les aliens sont méchants, en fait, c'est pour ça que ouais. Est-ce que du coup, le film est est une déception à la hauteur de tes attentes, ou t'en nourrissais pas particulièrement ? J'en avais aucune. J'en avais aucune. Plus je voyais des trucs sur le film, l'affiche machin, je me disais ça pue. La bande-annonce et effectivement je trouve que le film est un ratage complet. En vrai je vais complètement dans ton sens, Yuri. En fait, je trouve que surtout ce qu'il a perdu par rapport à ses autres films, on va dire de science-fiction, etc., c'est son rythme, parce que il est dans une espèce de course effrénée, c'est une course-poursuite, machin, mais d'habitude, Spielberg, il réussit constamment, même dans ses séquences d'action, à dilater le temps, de telle manière à ce que tu sois extrêmement en empathie avec les personnages, il y ait du suspense et machin. Et là, il y en a aucun. C'est-à-dire que vraiment, même ces séquences, entre guillemets, grandioses, soi-disant hyper bien filmées, en fait, je trouve que c'est presque du Fast and Furious, je caricature un peu, mais la séquence du train, elle est quand même très bien. Pour moi, c'est une séquence que tu pourrais très bien voir dans un Fast and Furious, tu vois, genre, avec un réalisateur. Le jour où tu vois un Fast and Furious faire ça aussi bien, je sais pas, moi je suis personnellement, c'est pas un truc qui va venir justement m'impressionner, parce que c'est de la débauche technique, mais je trouve qu'elle est mise au service de rien, et que justement il te manque le lien émotionnel avec ce qui leur arrive. Il pourrait se faire écraser, tu t'en fous. Et aussi je trouve la précision même dans les actions, tu vois, et enfin bref, je trouve vraiment que il veut faire du show off, mais il y a rien derrière. Je trouve que toute son esthétique, indépendamment des aliens, je la trouve ringarde vraiment. C'est-à-dire que c'est effectivement les années 50, 80, enfin espèce de lens flare, les lumières à 2 balles, même
même ses mouvements de caméra, je les trouve très démonstratifs pour rien. Il y a des moments où il filme un écran d'ordinateur et il fait des 360 dans tous les sens. T'es en mode, mec, mais je vois rien de ce qui a marqué là, ça sert à rien. Son méchant est quand même catastrophique. Moi, j'avais déjà ce problème-là. Dans Ready Player One, tu te bouches les oreilles, Rita, mais il n'y a rien à spoiler. Il est juste méchant, ça s'arrête là. Et il est tout est dans la bande-annonce sur le méchant. Ouais, vraiment. Moi, j'ai pas vu. Et laissez-la, elle a le droit de pas regarder les bandes annonces et de vouloir y aller. Et tout ce qui est technologie alien, machin, c'est pareil. Alors qu'il y a un concept qui est assez intéressant, de ce méchant qui potentiellement peut observer un peu les gens qui cherchent. Donc ça peut être chouette, mais c'est de la surveillance généralisée. En fait, en vrai, c'est un peu gadget et il te fait passer ça pour un truc alien, mais voilà, je trouve qu'il en fait Surtout pas. C'est pas nouveau. Grand chose, et c'est pas nouveau. Même ces espèces effectivement de Messi là, c'est pas nouveau. C'est dans SOS Fantôme par exemple, qui est beaucoup plus rigolo, je trouve, sur le même sujet, avec le gardien des portes et des temples et des machins. Si vous connaissez les bails. Qu'est-ce que je veux dire? Non, et je trouve qu'en fait, juste même la question de sociétale, de qu'est-ce qui se passe si on balance ces images, et même ce rapport aux images là, il est pas du tout. Mais même ça, c'est une question questionné, quoi. En fait, c'est une question hyper rétrograde. Enfin, c'est une question qui date d'il y a 50 ans. Esthétiquement, je trouve que le film adresse pas du tout ça. Il est je trouve que ce qui est symptomatique, je suis désolé, je t'ai coupé. Je sais pas. Je trouve ça symptomatique que ça se passe à la télévision, en fait, que tout se passe à la télévision. En fait, vraiment, malheureusement, il s'est passé peut-être 30 ans depuis que les chaînes du Kansas fixent l'agenda politique et médiatique. C'est ce que je veux dire par la vision étriquée du truc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois tout se passe aux États-Unis et le salut arrive par la télé, quoi. Il y a un truc. Fun fact, c'est dans le Missouri et pas dans le Kansas. C'est Kansas City, Missouri. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Je ne sais pas. Pardon. Il faut qu'on cut ce que dit Laurent pendant les émissions. C'est des séquences formidables pour nos réseaux sociaux. Si quelqu'un a la motivation, il veut faire un stage gratuit chez nous. Et Félix continue. Non, mais rien, mais en fait, juste voilà, en fait, cette question-là, il n'en fait rien. Je trouve que t'as aucune, t'as pas de tremblement de terre justement sociétal qui pourrait être intéressant, parce que le film vraiment littéralement se coupe à ce moment-là. Enfin, je comprends pas le projet. Je trouve que c'est un film qui ne raconte rien littéralement, et de ce que j'en comprends, je trouve que c'est un film conspi en fait, en vrai. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes délires que Donald Trump sur Twitter qui balance des trucs de genre, vous avez vu les ovnis machin, parce qu'il veut pas release les Epstein Files. Enfin, vraiment, c'est la même chose, quoi. Spielberg est un peu conspi sur la question des aliens. Bah ouais, et du coup, je suis en mode genre, je trouve que la question du divin, elle est même pas vraiment. Enfin, si vous voulez voir un bon film là-dessus, vous êtes pas d'accord, mais je trouve que Nope est beaucoup plus intéressant là-dessus. Bah et sur la gestion de l'image, c'est pareil. Je trouve que vraiment, il en fait. Enfin, je comprends pas. Ce film ne sert à rien. Genre littéralement pendant 2h20, je me suis fait chier dans mon cerveau. Alors, on nous a sorti Félix rappeur. C'est vraiment signe que le film l'a saoulé. Genre. Et après, il s'est passé ça. Alors, Laurent. Aux 16. Non, stop. Laurent, t'étais ronchon tout à l'heure. Là, pourtant, t'as beaucoup aimé. Non, tu vas défendre ce Disclosure Day. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est parce que justement, il y a un lien avec Fast and Furious? Non, il est juste contrariant. Non, mais parce que j'ai une petite tendresse au fond de mon petit cœur pour papy Stevie, mais la réalité c'est que c'est pas très bien. Bon. Ça, c'est pas une défense. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout sûr que t'as été avocat dans ta vie? Fragile la défense. Tout ce que vous pointez, il y a longtemps, hein, et ça n'a pas duré longtemps. Il y a une raison pour laquelle je j'ai de ne la suis plus. tendresse pour mon client, il est gentil. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un truc où ce que vous pointez en fait comme problème, ils sont là globalement, mais ça marche parce que, enfin, ça va parce que c'est un film des années 90 en fait, c'est un film qui a 30 ans de retard. En 2026. Bah voilà, c'est ça le problème. Mais sauf que lui, il a pas bougé, tu vois, il a 80 ans. Steven Spielberg est un vieux papy, et donc il fait un film de vieux papy, et tu l'as dit. La preuve, c'est que tout passe par la télé, ce qui n'a aucun sens, que il est dans un truc un peu conspi sur des machins. Alors, tu vois qu'ils essayent un peu de le moderniser vaguement en disant genre non, mais c'est pas les États-Unis, c'est une compagnie privée. Mais tu vois, genre sur les partenariats public-privé, machin, mais tout ça qui n'existe visiblement qu'aux États-Unis. Non, mais tout ça pue la naphtaline à des kilomètres. C'est-à-dire que ça marche si tu sais que tu vas voir un peu ça. Et dans l'absolu, tu vois, genre, je trouve que ça fait un film d'action potable avec une facture qui est complètement à l'ancienne et qui, du coup, a une espèce de charme. C'est-à-dire que t'as vraiment des moments où, presque dans le côté, je sais pas comment dire, mais dans le côté pratique, tu vois, genre ça fait vraiment genre des effets à l'ancienne où il n'y a pas de débauche de CGI, on est sur un truc un peu film à l'ancienne que Papy Spielberg il pouvait faire il y a 30 ans et voilà. S'il les a en mieux il y a 30 ans, il y a quand même un problème. Mais le problème, c'est que la guerre des mondes est un film infiniment plus moderne dans sa facture que celui-là, par exemple. Ready Player One sur ses scènes d'action, je trouve. C'est vrai que je suis assez d'accord, c'est un film qui est fondamentalement très vieux, mais parce que je pense que c'est son délire. Est-ce que du coup ça me rend ce qui est problématique globalement dans le film, qui est méga daté et du coup difficilement acceptable, c'est-à-dire que tu l'as dit, genre le mec il fait les maths, la nana elle fait de l'empathie.
tu vois, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont quand même un peu lourdingues et un peu con et tout le délire en fait autour de tu vois des problèmes que ça peut causer en matière de foi, d'avoir l'existence des extraterrestres et tout. Tu fais, mais c'est un combat giga derrière garde. C'est-à-dire que je pense que même les vieux papis en robe de l'église catholique, ils en sont même plus là, tu vois. Enfin, il y a un truc complètement abusé qui fait que, en vrai, ton film, il est juste vieillot et un peu bidon. Si t'acceptes ce postulat-là, tu peux y aller, je pense. Et moi, j'y suis un peu allé avec ça. C'est-à-dire en me disant, genre, ok, bon, c'est un film de vieux, et de fait, c'est vraiment un film de giga vieux. Je trouve que globalement, j'y trouve un peu mon compte parce que il y a quelques bonnes scènes de course-poursuite, parce que dans l'absolu, il y a quelques moments qui fonctionnent. J'aime bien le côté, l'espèce de délire un peu de langue, en fait, où on comprend pas trop ce qu'il fait. Il y a 2-3 trucs comme ça sur lesquels je me rattache et je trouve ça marrant. Encore une fois, Premier Contact. Voilà. Oui, mais que je trouve beaucoup moins bien que Premier Contact. Les aliens qui font, je vais pas faire le bruit, mais qui font des bruits de cloques comme ça, là, c'est un peu trop, ça fait un peu 15 ans qu'on fait. Oui, bien sûr, mais je veux dire, globalement, ils étaient là dans The Last of Us, ça fait un moment, quoi. Non, mais c'est pas des aliens, mais j'y trouve, c'est un peu la même chose, c'est de l'écolocation, mais c'est la bande de son générique. Du coup, c'est pas un langage, donc c'est un peu autre chose, mais j'y trouve mon compte parce que voilà, je vois le délire un peu à l'ancienne, machin. La réalité, c'est que non, en effet, c'est un peu pourri. L'univers, il est bidon. Les réactions, elles sont bidons. Il y a plein de trucs qui ne tiennent pas. Et que faut vraiment avoir une tendresse pour le papy Stevie pour que ça marche. On va acquitter ton client direct. Vraiment. Non, mais genre, je défends un peu le truc parce que pour moi, c'est pas un enfer. Et que c'est pas genre éclater le sol. C'est un film qui a été écrit et réalisé comme il l'a pensé il y a 30 ans, quoi. Mais que la réalité, c'est que c'est pas ouf, tu vois. Et que c'est pas un grand Spielberg. Je pense qu'il aurait aimé faire ce film à la place de Rencontre du troisième type, plus ou moins. Et qu'il n'avait pas les moyens techniques. Non, mais il n'avait pas les moyens techniques nécessaires pour le faire, et que je pense qu'aujourd'hui il les a et qu'il fait ça. Voilà. Et par ailleurs, du coup, c'est un des seuls scénarios qu'il a. Donc c'est une histoire de Steven Spielberg. Ensuite, il a donné une espèce de traitement d'une 30aine de pages à David Koepp, si je dis pas de bêtises, qui a tout repris pour faire un scénario. Et déjà ça, travaillant dans le développement, l'idée de quelqu'un qui écrit un traitement et qui est repris, mais pas vraiment, mais un peu quand même, pour faire un scénario. Moi, j'ai un peu peur. Après, j'ai pas lu le film, comme souvent. Il le fait beaucoup. Il a fait ça pour quasiment tous les Soderbergh récents, justement. Prison, c'est David Koepp, pas Spielberg. Ah ouais, je veux dire, c'est son habitude de taf, quoi, de reprendre des traitements et de les développer. Ah d'accord, je comprenais pas le lien. J'étais en train de dire, Félix, tu sais qu'on est passé à Spielberg. Qu'est-ce qui t'arrive? Sûrement, mais moi, Tony Kushner et Spielberg, c'est la meilleure collaboration de ces 30 dernières années, selon moi. Mais bon, si vous voulez, la semaine prochaine, je ferai un courrier des lecteurs où je dirai si les garçons, ça a juste été des gros haters en tant que Spielberg Zouz de ma part. Voilà. Écoute, Laurent n'a été moins hater que les autres, mais on est assez Spielberg Zouz aussi. Hein, moi, tout le monde, Spielberg Zouz. Mais je vais te donner la parole, Valentin. Mais non, j'ai pas terminé le tour de table. C'est triste. Tout le monde, mais non, mais jamais. Est-ce que toi aussi t'as été déçu finalement de ce Disclosure Day? Mais en fait, c'est intéressant parce que vous entendez parler. Je veux pas revenir sur tout ce que vous avez dit parce que je suis globalement d'accord. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire que le film est vraiment, je sais plus qui l'a dit, mais c'est vraiment un thriller paranoïaque. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il a été pensé, et un thriller paranoïaque sur l'arrivée du divin. Et en fait, qu'est-ce que ça ferait de rencontrer une divinité? Alors je pense que moi, ça le travaille parce que pour des raisons évidentes, il est plus proche de la fin que du début, et je pense que c'est quelque chose qu'il travaille. Enfin, ça se sent, quoi. Et alors du coup, ça amène plein de problèmes dans le film, dans la construction, parce que moi je pense que je suis pas d'accord avec le fait de dire à partir du moment où tu sais que c'est un film de vieux papy, tu peux t'en sortir. Je pense que le film a des gros soucis d'écriture et de rythme, et c'est-à-dire que en fait je trouve que par exemple il démarre in medias res, scène d'action, et je spoil pas mais bon on est au bout de 5 minutes, mais le personnage central s'en sort grâce à un Deus Ex Machina globalement. En fait cette séquence là, moi je pensais que ça allait être l'action qui va te permettre de t'ancrer dedans, et après ça va se dilater, il va construire des choses, il va développer des personnages. En fait pendant quasiment 1h40 avant le climax, ce n'est que la répétition d'une course-poursuite, parce qu'en fait on a les méchants et les gentils portent le message divin, les méchants veulent les empêcher, et en fait à chaque fois, vu que c'est une histoire de divin, les gentils s'en sortent parce qu'ils ont un Deus Ex Machina qui fait qu'ils peuvent s'en sortir. Mais c'est à un point où c'est ridicule, c'est-à-dire que par la force de la volonté, il y a toute une séquence, tu peux te boucher les oreilles, c'est un semi-spoil, mais il y a une séquence où littéralement par la force de la volonté et de la gentillesse et de la bonne humeur, ils s'en sortent, alors qu'il n'y a aucune raison objective scénaristique pour qu'ils s'en sortent. Donc moi ça m'a quand même un peu embêté, parce que du coup je crois pas du tout au thriller et au film d'action. En termes de rythme, c'est catastrophique. Et je trouve que par ailleurs il arrive pas du tout, et ça Yuri tu l'as très bien décrit, c'est très archétypique, c'est-à-dire qu'il arrive pas à développer même ce qui peut être chouette dans ce cinéma là, c'est-à-dire
des vrais personnages auxquels tu t'attaches, avec qui tu ressens des choses profondes sur la disparition, le risque, la mort, même des notions vagues de nation, de communauté, etc. Tout ça, je ne l'ai pas parce que je n'ai que 2 personnages qui sont pas construit. J'ai d'un côté une relation amoureuse qui n'existe pas, de l'autre j'ai un mariage qui visiblement est en train de s'effondrer, mais pareil, à part 2-3 séquences semi-comiques au début, ça donne strictement rien, et après ils deviennent des espèces de messies qui du coup n'incarnent que ça, n'ont qu'une seule fonction scénaristique, et donc je crois pas non plus à ce qui aurait pu me rattacher au film, c'est-à-dire son humanité, sa capacité à créer du lien, à créer de l'humain, ça c'est totalement absent. Et je suis par ailleurs moi totalement déçu aussi par la mise en scène, c'est-à-dire que tu parlais des mouvements de caméra, ces mouvements de caméra n'ont aucun sens, c'est-à-dire que c'est Spielbergien au possible, c'est-à-dire que c'est vraiment la recette typique, mais ces mouvements de caméra ne veulent rien dire. Je me suis amusé vraiment à les compter, à voir ce qu'il en faisait. Ça ne signifie rien. Et c'est du coup un échec, mais je trouve pas tant. Quand on pense, moi je vous ai pas cité ce film pour l'instant, mais à AI par exemple, qui en fait, bon, là pour le coup c'est un spoil pour les gens qui n'ont pas vu ce film, mais bon, il est sorti il y a 25 ans, on a les prescriptions. Toute la dernière séquence avec des aliens, alors qu'on ne pensait pas parler de ça, mais l'univers visuel, même l'univers, tout ce que ça charrie comme concept de, en fait ces aliens ils ont pas la même relation au temps, donc ils peuvent reconstruire des choses que vous comprenez pas en tant qu'humain. Enfin, c'était tellement plus riche. Je l'ai revu la semaine dernière par hasard. Et c'était tellement plus riche, ce film est tellement pauvre en comparaison que du coup, c'est vraiment un très mauvais Spielberg. Au regard de sa filmographie, tu trouves le film au regard vraiment, de ce qu'il est, en fait, c'est vraiment petit, quoi. Extrêmement décevant. Bon, bah écoutez, on sauve pas grand-chose de ce Disclosure Day, à part le fait que... T'as hâte de le voir, hein, Rita, maintenant. Oui. Eh bien, pour vous garder dans la confidence, chers auditeurs, j'y vais juste après l'enregistrement du podcast, donc ça va être super. Mais moi, j'ai hyper hâte, on va être 10, on a prévu d'en faire une sortie. Moi, je l'aborde comme un blockbuster. Et bah écoutez, mangez du popcorn et tu nous dis la semaine prochaine si tu les rejoins dans leur analyse. Je vous l'avais dit en introduction, on fait un focus sur la filmographie de Steven Spielberg. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors, comme chaque semaine, on vous a demandé sur Instagram quels étaient les films, enfin là, en l'occurrence, le film de Spielberg que vous préfériez. Je l'ai fait un peu tard, mais j'ai quand même eu pas mal de réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne dit la même chose. Alors qu'en général, quand on fait un focus, quand on fait un focus sur un réal, en général, on a quand même les mêmes qui reviennent. Là, on a The Fablesman, E.T., Munich. Tu peux le redire, The Fable quoi? Non, dis-le bien, toi. The Fablemans. Mais parce que sinon, The Fablesman, on dirait l'homme de la fable. Mais oui, c'est bizarre, on dirait un Superman. Bah, peut-être que ça l'est dans ma tête. Genre le super raconteur de la fontaine. Vous savez pourquoi je le prononce mal? Parce que c'est un nom de famille. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà. Donc le titre du film me piège. E.T., Munich, le premier Indiana Jones qui est donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, Duel, Les Dents de la Mer, La couleur pourpre, Minority Report, Jurassic Park, Arrête-moi si tu peux. Il y a vraiment beaucoup. La couleur pourpre, il y avait? Ouais. Ok. Et bah, écoute, le prouveur. Non, le prouveur, il est récité genre 1941. Empire of the Sun, il y a plein de choses à faire avant la couleur pourpre. C'est pas si mal Empire of the Sun. Moi j'adore Empire of the Sun. Voilà. J'étais sérieuse. Enfin, l'Empire du Soleil d'ailleurs. En français, est-ce qu'on a besoin, mais oui, de faire quand même un petit rappel, Rita, qui est Steven Spielberg? Mais je pense que oui, parce que Steven Spielberg aujourd'hui c'est la métonymie du réalisateur. Complètement. Si tu n'as jamais vu de film de ta vie, quand on dit réalisateur, tu dis Steven Spielberg. Ouais. Ce qui est exceptionnel et c'est quelqu'un qui a une carrière qui c'est un peu le Johnny Hallyday du cinéma américain. Pardon, je suis désolé pour cette comparaison. Et quid de Cohn-Bendit? Alors on revient à Steven Spielberg. L'édite s'enrichit là, le TikTok se construit. Je vais vraiment le faire. Steven Spielberg, il est né il y a tout pile 80 ans, il va avoir 80 ans en décembre, et il est né il a grandi en fait dans l'Arizona. C'est un endroit où il a déménagé quand il était jeune, qui a eu un grand impact, je le précise, parce que l'Arizona c'est un endroit où il fait très beau, c'est un endroit, c'est un état non pas paumé mais un peu quand même des États-Unis, et c'est surtout un état où c'était le seul juif de tous les gens autour de lui, et ça a eu une profonde incidence sur sa construction, sur comment est-ce qu'il s'est senti par rapport aux autres. C'était un nerd, il a très vite été intéressé par la technique de caméra, par vraiment l'objet caméra en fait, avant même l'art du cinéma, et par le côté même industriel, j'aurais tendance à dire, du cinéma. Il vient d'une famille qui a aussi eu un grand impact, et on y reviendra. Ses parents se sont séparés quand il était jeune, et il a eu une vision de qu'est-ce que c'était la séparation de ses parents, puis ensuite elle a été un peu révisionnisée plus tard, et ça a aussi changé beaucoup comment il a écrit ses personnages féminins, j'aurais tendance à dire. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Spielberg, on le connaît du coup pas forcément pour son tout début de carrière, et
comment il est rentré dans le cinéma, parce que c'est quelqu'un qui a commencé extrêmement jeune. Il a notamment réalisé, et je parle sous l'autorité de Yuri, mais je pense que sa première réalisation, c'est un épisode de Columbo, donc la série Columbo avec Peter Falk. Il avait 25 ans, je crois, quand il l'a réalisé. C'est le premier épisode de la série, c'est le pilote. Absolument, et je crois qu'il est entré en tant que réalisateur de télévision, en effet, chez Universal. Ouais. Exactement, donc assez fou. Je vous recommande évidemment de voir cet épisode de Columbo. Ils sont tous disponibles sur Prime Video. C'est déjà, regardez Columbo, c'est légendaire, et d'autant plus quand c'est réalisé par Spielberg. Et après ça, en fait, il s'est un peu fait voilà, c'est pas la première chose qu'il a réalisé, mais c'est parmi les premières. Avant ça, il a fait des pilotes de séries pour la Universal, je crois, où en fait il a été recruté mais un peu n'importe comment, et il s'est incrusté dans des bureaux. Il a d'ailleurs, dans le film Fabelmans, qui sont plus récents à part Disclosure Day, il raconte un peu tout ça vu que c'est autobiographique, et c'est quelqu'un qui a vraiment une approche d'abord comme un job du cinéma. Il a été embauché en tant que réal parce que c'est quelque chose qui le fascinait, et il a longtemps dit qu'il a filmé les choses parce qu'elles lui faisaient peur. Donc en fait, dès qu'il avait peur de quelque chose, notamment il a été voir je ne sais plus quel film au cinéma dans lequel il y a un accident de train qui l'a terrifié. Le plus grand chapiteau du monde de Cécile B. Demille. Celui-là même, qui l'a tellement terrifié qu'en rentrant, il arrêtait pas de faire se rentrer dedans ces trains électriques pour voir, son jouet quoi, pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis ensuite, il a commencé à le filmer, et petit à petit, il a filmé un peu ses névroses. Ce qui est très intéressant parce qu'en le disant comme ça, je réalise que ça fait très Woody Allen, mais pas du tout le même vibe de cinéma. Mais c'est quelqu'un qui a su infuser presque alors inconsciemment ou pas, on le sait pas trop, ses problématiques, ses névroses personnelles dans un cinéma de divertissement à gros budget. Ce qui a toujours été un de ses paradoxes, et ce qui a fait que c'est un cinéaste qui a toujours été, on va dire, tiraillé entre une volonté auteuriste de faire du cinéma personnel d'auteur. C'est quelqu'un qui en fait est également extrêmement cinéphile, qui d'ailleurs, je pense, vu tous les films de la Terre ou presque, enfin c'est quelqu'un qui d'ailleurs était très très au fait de la modernité même stylistique qui venait du cinéma européen. C'est en fait, il fait partie d'une génération. On a tendance à classer Spielberg un peu, de manière un peu rapide dans le nouvel Hollywood, alors qu'il arrive quand même un peu après. Il arrive déjà dans la génération de cinéastes qui sont Scorsese et Coppola, avec Scorsese et Coppola, de cinéastes qui ont fait des écoles de cinéma, qui ont étudié le cinéma à l'université, et qui ont du coup une approche déjà très théorique, et en fait chacun avec une forme de pratique qui vont vachement théoriser à l'université. Et peut-être le seul qui a vraiment fait des films indépendants du nouvel Hollywood avant ces trois autres, c'est Brian De Palma, qui pour le coup était beaucoup plus sur une scène underground. Mais lui, il arrive en effet déjà dans un système de studio, et à la différence des deux autres, il va s'inscrire directement dedans. Complètement, et très jeune. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi, parce que les gars du nouvel Hollywood, ils rentrent par la fenêtre. Steven Spielberg, il va très vite passer par la porte royale. Et c'est parce que donc ses premiers films comme Duel, Sugarland Express, ce genre de choses, ça le place sur la carte des cinémas indépendants. Et très vite, il se retrouve à faire Les Dents de la Mer, Jaws. Et on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière sur notre focus sur les blockbusters français. C'est le film qui a entériné le mot blockbuster et la saison des blockbusters en été. En 75, donc il y a 51 ans, où en fait ce film a créé un engouement tel que à partir de là, la saison où on sort les films qui coûtent cher et qui donc doivent rapporter cher, ça va être l'été. Et oui, il y a ça, donc il y a cette première approche, et Les Dents de la Mer, qui à l'époque où ça sort va aussi être le film le plus rentable entre guillemets de l'histoire du cinéma. Je vais juste faire un petit aparté sur ce début de carrière qui est assez fondateur dans son style, dans sa mise en scène. Parce que c'est quelqu'un qui va faire ses armes à la télévision, contrairement aux autres qui vont faire leurs armes plutôt, alors pour Scorsese dans le cinéma, dans le cinéma d'exploitation, les autres dans le cinéma documentaire pour Coppola, ou George Lucas qui va également faire du documentaire et du cinéma extrêmement indépendant. C'est quelqu'un qui va faire ses armes à la télévision, et dont, on va dire, la grammaire de cinéma va, je pense, retrouver extrêmement marquée. La télévision, c'est un domaine où il fallait faire beaucoup avec peu. T'avais peu de bobines de films en fait. Il fallait filmer beaucoup de minutes utiles par jour, et Spielberg a de fait utilisé ces techniques-là pour développer des manières de filmer qui lui sont propres et qui font entre guillemets la patte Spielberg, qui sont les plans très longs, plus longs que la moyenne, dans lesquels il va y avoir plusieurs valeurs de plan. C'est-à-dire qu'on va commencer par un plan large,
Et le fait que les personnages vont bouger, se replacer, et avec un mouvement de caméra, tu vas en fait avoir le champ, le contre-champ, le gros plan, l'insert et le plan large au sein d'une seule et même prise. Et ça, c'est quelque chose qui lui vient de l'exercice de la télévision et qu'il a notamment développé des duels, qui est un téléfilm qui a eu la particularité à l'époque de sortir au cinéma parce que les mecs ont vu le truc, on dit ouais, quand même le mec il est fort. Ça claque. Ouais. Et en plus, c'est d'où ce truc-là lui, c'est de tous les cinéastes du nouvel Hollywood, c'est le plus industriel. Bah, c'est même pas le nouveau Hollywood. Oui, c'est vrai, parce il est qu'en vraiment vérité, il est que de comète. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'écouter les épisodes du Masque et la Plume qui sortent, ils ont ressorti toutes les archives des films de Spielberg au masque. C'est assez intéressant de voir comment il est reçu à cette époque-là, déjà comme étant une espèce de queue de comète du nouvel Hollywood qui annonce en fait le cinéma grand public commercial des années 80. Et lui en est le porte-étendard de manière assez paradoxale. Complètement. Et donc, je pense que c'est quand même parmi les... C'est très intéressant de voir ce premier mouvement de sa carrière comme étant quelqu'un qui est considéré comme non pas un jeune premier du cinéma indépendant du tout, mais plutôt un annonceur d'une nouvelle garde du cinéma populaire, un peu exigeant, mais à l'époque c'est pas comme ça que c'est considéré, mais très fait pour être du grand spectacle. Et littéralement du cinéma de studio, c'est-à-dire qu'en fait de télévision même au début. Mais oui, mais je pense que lui-même, s'il faut comprendre un peu le patronage cinématographique de Spielberg, c'est John Ford d'un côté et Hitchcock de l'autre. C'est ces deux cinéastes-là qui, je pense, en fait, sont les deux cinéastes qui citent tout le temps. John Ford pour les grandes figures mythiques, archétypales du cinéma américain qui va ressasser en permanence, et Hitchcock pour évidemment la maîtrise du suspense et l'art de la mise en scène et de la tension. Et je pense que ces deux cinéastes-là sont indispensables pour comprendre Spielberg. Et c'est quelqu'un qui va au contraire des autres qui vont dire non, on va plutôt amener la grammaire du cinéma européen aux États-Unis. Lui, il va très vite dire on va revenir un peu aux fondamentaux de ce qui faisait le succès du cinéma de studio des années 40-50, mais 20 ans, 30 ans plus tard. Et ce qui fait qu'il amène aussi John Williams qui est pas du tout quelqu'un de la génération de Spielberg, c'est quelqu'un qui en fait faisait déjà de la musique pour les studios dans les années 50 en fait, qui écrivait de la musique à la chaîne pour les productions de studio. Alors, John Williams aujourd'hui. John Williams, il a 95 ans je crois. Enfin, il est vraiment très très vieux. Je crois qu'ils ont 15 ans de différence avec Spielberg. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui était déjà d'une génération précédente. Voilà, pardon. Non, mais complètement. Et c'est vrai que même dans sa réception critique, en fait, il a été reçu, il a été acclamé par les critiques assez tardivement parce que un peu comme Hitchcock à l'époque, il a eu directement cette espèce d'étiquette de t'es un faiseur, t'es un technicien, donc ok, t'es très bon pour ton suspense et machin, mais on n'arrive pas vraiment à voir quelle est ta patte. Et c'est rigolo que tu parles de ce cinéma des années 40-50. C'est aussi un grand fan de série B en fait, Spielberg, et quand il sort Les Dents de la Mer, directement. Les gros titres, c'est justement, en fait, c'est une série B de Roger Corman, mais avec le budget justement d'un gros film américain. Donc, je pense qu'il a puisé aussi dans cette culture-là pour la gestion du montage et surtout de la suggestion, qui va être sa grande force, et notamment quand il va faire ensuite tous ces films avec des effets spéciaux, même s'il a beaucoup de budget et qu'il peut faire des dinosaures et des machins. En fait, toute la scène du T-Rex, par exemple, de Jurassic Park, elle est incroyable parce que il a il réussit à faire beaucoup avec peu, à iconiser et surtout à suggérer toutes ces créatures. Et c'est pour ça que c'est un peu le client parfait pour les studios, parce qu'il est très efficace et en même temps il coûte pas non plus si cher que ça par rapport à... Justement, pour parler d'argent, en fait il est considéré comme le réalisateur le plus rentable de tous les temps. Ouais, franchement, je capte. Plus que James Cameron. Il est considéré. Il en a plus que James Cameron. Ouais. James Cameron, il en a des immenses, mais il en a pas fait autant. Ouais, il fait un film tous les 10 ans, c'est plus compliqué. Voilà. Okay. Et entre-temps, il a tué tout le monde, quoi. Non, ce que j'allais dire par rapport à l'argent, c'est que tu parles il fait des films qui coûtent très cher, mais différemment et tout. À cette époque-là, les films qui coûtent très cher, déjà, ils sont tombés en désuétude parce qu'ils ne sont plus super rentables. En fait, le nouvel Hollywood arrive sur le crépuscule du code Hays de censure et de la fin du vieil Hollywood logique, dans lequel, en fait, les gros budgets se cassent la gueule. Je pense notamment à Sweet Charity de Bob Fosse, oui, encore lui, qui est un film qui a essayé de faire un truc très à l'ancienne, qui coûte cher, une comédie musicale de studio, et qui s'est vautré parce que c'est plus que les publics recherchent. Et avant ça, globalement, on avait les péplums, on avait les grandes adaptations de films comme Chantons sous la pluie, n'importe quoi, Autant n'emporte le vent, des trucs comme ça qui fédèrent un peu comme les blockbusters français sont en train de le faire d'une certaine manière, sur quelque chose d'assez poussiéreux entre très gros guillemets. Ça pouvait être traité de manière moderne, mais il y avait une notion un peu passéiste. Lui, il arrive et il dit, je vais faire un film qui se passe le week-end du 4 juillet sur la côte est américaine, et il va y avoir un requin. Et ensuite, tous les films qu'il va apporter et qui effectivement sont annonciateurs des années 80 et des années 90, ce qui je trouve assez marrant, side note, parce que j'aime pas du tout le cinéma des années 80 américain, mais j'adore ce que fait Spielberg, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc t'as vu tous les films dans l'ordre, tu t'es pas fait quelque chose comme ça ? Le Spielberg ? Ouais. Non. Mais je pense que tu les as tous vus ? Ouais, presque.
mais pas dans l'ordre. Ah ok, je pensais que tu te les ai tous. Je fais ça pour Denzel Washington, pas la même. Non mais je pensais que tu l'avais fait avant. Mais très bien. C'est pas la même personne. C'est une autre icône du cinéma. Hein. Écoutez, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même super intéressant de voir que ce mec arrive et dit on va faire du cinéma, et c'est pour ça que ça a fonctionné cet été-là, 76. On va faire du cinéma 75, 14. On va faire du cinéma ultra populaire qui fonctionne sur ce que les gens voient et vivent là tout de suite. Et pour le coup, en tout cas dans ses premiers mouvements de sa carrière, travaille sur des angoisses très contemporaines de leur époque. Ouais. On se relève du Vietnam. Est-ce qu'on s'en est relevé ? Nous ne saurons jamais. On se relève du Vietnam, on se prépare à Reagan. C'est une période où il y a une tension, une paranoïa, et il fait Les Dents de la Mer, qui est un film qui parle de qu'est-ce qui se passe quand le capitalisme est débridé à l'échelle d'une micro-société qui est cette petite île de la côte est américaine. Mais c'est d'ailleurs le point de rencontre du troisième type, c'est que c'est un film d'Alien qui porte de l'espoir et du réconfort, qui raconte le retour de gens qui étaient enlevés. Donc il y a quelque chose de très très paradoxal dans ce film-là qui le rend par ailleurs très profond et beaucoup plus émouvant que par exemple Disclosure Day. Et surtout ce premier mouvement par rapport à sa vie personnelle, en intro on parlait du fait que ça se suit vachement. Jusqu'au milieu des années 80, il fait des films qui parlent de divorce. Vous pouvez tous les revoir. Il y a toujours des pères défaillants. Tout le temps de divorce. Et c'est toujours les pères de famille qui sont défaillants mais qui sont nuls et on les déteste. Et en même temps, les femmes, il sait pas super bien les écrire à ce moment-là, donc il est un peu confus sur ce qu'il pense de sa mère. Indiana Jones 2. Alors ça, Indiana Jones 1, Indiana Jones tout court. Mais c'est son pire film. Mais... Son pire film Indiana Jones 2, pire que Disclosure Day. Ah, ça se discute, je pense. Hein, mais oui, Indiana Jones 2, je l'ai vraiment détesté. Pour des raisons différentes, ça se tape, je crois. Mais voilà, donc pour ce premier mouvement, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais. Et ensuite, on passe avec lui. Je pense que est-ce qu'on inclut E.T. à ce premier mouvement ou est-ce que c'est le début du deuxième? E.T. 82 bascule. C'est Indiana Jones avant, non? Indiana Jones 81, ouais. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la décennie de tous les records. Vous arrêtez après, en gros, Rencontre du troisième type 1941 et vous faites une scission à partir de Les Aventures de l'Arche perdue, qui est le premier Indiana Jones, et E.T. effectivement suivra l'année d'après. Parce qu'en fait, il y a ce paradoxe qui est en permanence chez Spielberg et qu'il a toujours du mal à résoudre. C'est en effet ce qu'on dit depuis le début, c'est à la fois grand amuseur devant l'éternel et quelqu'un qui est persuadé et qui a raison, qui porte une vision extrêmement personnelle dans ses films. Et je trouve que Rencontre du troisième type va faire un peu cette scission-là parce que c'est un des premiers films qui va autant mettre le paquet sur les produits dérivés et le marketing avant que le film sorte. C'est-à-dire que très souvent, les produits dérivés, machin, ça a existé, ça a toujours été une composante de l'industrie du cinéma et du divertissement, mais Rencontre du troisième type sort la même année qu'un autre petit film de science-fiction qui est Star Wars, et les deux sont copains, Lucas et Spielberg, et Lucas a écrit plusieurs des Indiana Jones. Il lui aurait soufflé la bonne idée de mec, fais des jouets directs avant que ça sorte. Les gens, tu vas voir, ils vont acheter les jouets avant de voir le film. Et du coup, pour le coup, la fortune de Williams vient de là, donc de Lucas. De Lucas, pardon. Et George Lucas. Et donc Rencontre du troisième type, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, qui est un grand film de science-fiction et un grand film de mise en scène, est aussi un des premiers grands films à entériner l'ère du, on va dire, du tout jouet, d'espèce de cinéma, de cinéma doudou, de tout ce qui va faire la caricature du consumérisme américain des années 80. Et du cinéma pensé comme un événement familial, peut-être. Exactement. Ce truc de on va essayer de faire des films pour qu'il y ait les parents et les enfants qui viennent. L'écoute conjointe. Mais c'est drôle parce qu'on passe jusque là, le cinéma c'est quelque chose qui se fait en date, en rendez-vous amoureux, qui se fait entre potes. C'est pas forcément quelque chose qui se fait en famille, sauf pour le film annuel qui va rassembler genre La vie est belle ou ce genre de choses. Ce qui se comprend en fait, surtout même à partir de ce moment-là et qui continue après dans la suite de la carrière de Spielberg, c'est vraiment non seulement ce truc familial, mais drivé par les enfants. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, il fait des films comme Hook aussi, à peu près un peu plus tard, mais je veux dire, au début des années 90. Il fait des films pour enfants, quand même, Spielberg, tu vois. Ou en tout cas, à hauteur d'enfant. Voilà, et c'est toujours pensé pour que ce soit regardable par des gamins qui sont jeunes, qui comprendront peut-être pas tout. Enfin, il y a un truc vraiment très, très universaliste, je vais dire, dans la manière dont il approche le cinéma. En tout cas, à partir de ce moment-là, tu vois, il a
il a cessé un peu d'être radical à ce moment-là, en tout cas jusqu'à un certain point. Et c'est d'ailleurs un des trucs qu'il tiraille aussi, je trouve, à la fin des années 80, il va recommencer à faire des espèces de projets prestige, type La Couleur Pourpre, type L'Empire du Soleil, qui sont un peu des moyens de dire non mais regardez, je suis aussi un grand cinéaste classique qui fait des fresques, machin, et qui peut se rater par La Couleur Pourpre. Oui, qui suivait effectivement la 4e dimension et justement le Temple maudit. Alors la 4e dimension qui n'a pas vraiment réalisé. Oui, je sais. Vous voulez dire quelque chose? Non, mais c'est quand même considéré dans sa filmographie, même si on était bon. J'allais dire que le côté effectivement auteur d'enfant machin, c'est vraiment, à mon sens, c'est surtout E.T. qui lance quand même, parce que littéralement on a un personnage d'enfant, ce qui est peut-être pas forcément le cas avant. Non, ça revient avec l'Empire du Soleil. Il y a des gamins, je veux dire, dans cette film, je veux dire là vraiment, et E.T. étant un immense succès, mais genre justement stratosphérique, obsession à égaler entre guillemets E.T. dans ce côté le 2e ou 3e week-end à ramener plus de spectateurs que l'ouverture machin. En fait, je pense que lui aussi, c'est bête, mais le fait de recevoir autant d'argent le rentre un tout petit peu dans cette logique-là. Et même thématiquement, je trouve que c'est un des premiers films où la famille est autant au centre vraiment de son récit, et un truc qui va ensuite évidemment développer dans tout ça. Encore une famille éclatée. Qui est encore une famille éclatée, mais c'est rigolo parce qu'effectivement il y a toujours un truc de genre on va rassembler la famille, ce qui peut être beau, et en même temps ça coïncide quand même avec une période effectivement très conservatrice. Ronald Reagan, il y a quand même, je trouve, toujours chez Spielberg un fond un peu de conservatisme. En fait, il veut ménager la chèvre et le chou. Non mais si, non mais moi je trouve que Rita a pas l'air d'accord, mais oui, je suis d'accord pour dire qu'il veut ménager la chèvre et le chou. Et tu le vois dans son dernier film. Pour moi, c'est un libéral américain. C'est-à-dire à l'ancienne. Libéral américain post 1967. Voilà, je dis les choses de manière très floue, mais pour moi c'est un libéral américain qui donne au parti démocrate si tant est que le parti démocrate s'arrête à un certain point. Donc en France ça serait genre, je vais pas te donner de comparaison, mais c'est pas un conservateur du tout Spielberg. Mais non mais il y a des personnages queer chez Spielberg par exemple. Ah bah dans West Side Story oui, mais ça c'est on y reviendra. Tu veux dire quelque chose? Non, mais je veux dire qu'il y a, en effet, il y a toujours ce truc très familial dont tu parlais, qui en fait que la cellule familiale doit se recomposer, et il y a toujours un peu ce truc de même dans certains de ces derniers films qui penchait plus vers la radicalité. Je pense au Pont des Espions, qui est un film qui est quand même très, très noir, très critique, mais qui quand même ne peut pas s'empêcher dans ces 10 dernières minutes de dire ce serait pas quand même mieux si on était tous copains. Et non, mais en fait, et c'est ça aussi le truc de toute cette grammaire là en fait de comment dire de positivité, de naïveté et tout. Pour moi, c'est quasiment lui qui l'a créé en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui peut paraître un peu gnangnan. Et on dit souvent Spielbergien d'ailleurs. Voilà, tous les c'est films, genre c'est gentil à la fin et tout le monde est copain et machin. En fait, c'est lui quoi. C'est-à-dire que on va parler de Munich dans quelques temps. Il y a pas que ça. Je suis d'accord. C'est aussi l'héritage des films hollywoodiens où il fallait finir sur le baiser machin. Enfin, je pense que c'est aussi de Capra, de tout ce cinéma là. D'accord, mais je veux dire, tu vois la manière dont on le présente, et c'est aussi ce qui fait un peu dans Disclosure Day, c'est très Spielbergien dans ce sens. C'est complètement son style, c'est presque une caricature de lui-même là-dessus quoi, tu vois. C'est le côté rassembleur, mais qui t'arrives pas à savoir si c'est moral ou si c'est parce que tu as envie que les gens viennent voir ton film et fassent de l'argent. Mais c'est là où je trouve que c'est dans cette tension, dans ce flou que se cache la magie peut-être de son cinéma, parce que pour moi justement il évite les discours politiques alors même que beaucoup de ses films parlent de sujets qui sont éminemment politiques. Et d'ailleurs une des seules fois où vraiment les gens lui en ont voulu, moi compris, c'est quand il a fait La Couleur Pourpre, parce que toi, tu te souviens quand c'était en salle d'ailleurs, c'était parce que La Couleur Pourpre. Pour une fois qu'on fait pas cette vanne sur moi. Parce que dans La Couleur Pourpre, il évite tous les sujets politiques du livre initial, et en plus il est pudique dans un film où il aurait pas dû l'être. Mais parce que quand il parle de sujets qu'il connaît, c'est pour ça quand on viendra au mouvement 21e siècle de Spielberg, on parlera de Munich. C'est quelqu'un qui là, quand il maîtrise son sujet, je trouve qu'il se permet plus de rentrer de rentrer dedans. Et c'est peut-être d'ailleurs une bonne transition vers les années 90. Ouais. Alors on a passé quand même, je les mentionne juste comme ça, mais après E.T., il a fait possiblement Twilight Zone, on n'est pas très sûr. Indiana Jones 2 ou 3, je ne sais pas. Les deux, Indiana Jones 2 et 3, la Couleur Pourpre. Après E.T., il fait Indiana Jones 3, et Indiana Jones 3, c'est pareil. Le côté, en fait, il est père, etc. Après, je te dis, c'est un super film. Le 3, alors c'est à cette période qu'il devient père, effectivement. Et donc, il y a La Couleur Pourpre, il y a les Goonies. Bon, il est pas réalisateur des Goonies, pardon, il est producteur. Empire of the Sun, qui est un de ses plus gros flops commerciaux, je crois. Moi, c'est un de mes films préférés de lui. Moi, j'aime bien aussi. Ça me terrifie. Avec un tout petit Christian Bale. Ouais, c'est son premier rôle. Ouais, il est trop mignon. Encore Indiana Jones, Always, gros ratage, Hook, gros ratage, mais lui, c'est le film qu'il aime le moins de sa filmographie. Always n'est pas un si gros ratage, c'est juste pas un giga succès. En fait, c'est à l'échelle de Spielberg, quoi. Et Hook a été très réhabilité en fait avec le temps, effectivement. Complètement. Et là, on arrive à 93, année débile.
où il a réalisé Jurassic Park et Schindler's List, et c'est après ça qu'il a fait la liste de Schindler, c'est après ça qu'il a fait une pause de 4 ans parce que globalement ça l'a tué. Il y a plein de vidéos sur internet qui résument un peu cette période de sa vie où en fait c'est le crux de la carrière de Spielberg, où il en avait marre de ne pas être reconnu comme un auteur, et il a dit ok, je vais faire la liste de Schindler, je vais faire le film dont tout le monde l'adaptation d'un livre dont tout le monde a peur depuis des décennies, que même Billy Wilder lui a supplié de pas le faire parce qu'il voulait que ça soit son film crépusculaire. Spielberg a dit dommage. Et je vais faire Jurassic Park parce que maintenant on a la technologie, et je vais faire des putains de dinosaures et vous allez rien comprendre, et je vais les sortir la même année. Et les deux vont réussir, et je vais avoir les Oscars, et je vais enfin être reconnu. Donc c'est une année débile. Et c'est un pari réussi surtout. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il a fait vraiment 2 films qui n'ont aucun sens à faire ensemble, et il a réussi les 2. La liste de Schindler étant un des films qui a le plus, je pense, divisé la réception critique, parce que justement la question de... En France en tout cas. Et puis parce que très premier degré, très violon. Déjà à l'époque, en fait, il a cette critique-là. Oui, en disant que... Oh là là, c'est gnangnan, ricain. Non, mais en fait, il y a une critique qui lui est faite assez régulièrement, à juste titre ou pas, j'en sais rien, mais que c'est un cinéaste qui manipule beaucoup son auditoire. Comme disait Félix tout à l'heure, par la suggestion, par les sous-entendus, par le hors-champ. Il y a des ficelles. Oui, mais il y a des ficelles, mais il y a des mécanismes de manipulation du spectateur. Et un des points qui lui a été reproché sur la liste de Schindler, c'est de manipuler justement le suspense du spectateur sur un truc aussi grave que les chambres à gaz, quoi. Et moi, la liste de Schindler, c'est un film que j'ai vu qui m'a juste terrassé quand j'ai vu à 12-13 ans. Enfin, c'est un film 12 ans, tu es fou. Ouais, c'est la vie. Mais c'est moi, je l'ai vu à peu près au même âge. Moi, je l'ai vu à peu près au même âge. Et ça sera le sujet de la carte blanche d'Elisabeth. Et non, mais du coup, c'est un film que j'ai pas eu le courage de revoir, parce que c'est un film quand même extrêmement difficile, et donc moi je comprenais pas justement ce reproche-là quand je me suis intéressé un peu au film par ailleurs, parce que je dis mais en fait c'est un film qui est tellement violent, tellement dur. Moi, le côté émouvant. Mais je trouve quand tu le revois, aujourd'hui avec des yeux d'adulte, tu comprends ces critiques-là, et effectivement moi j'aime moins le film aujourd'hui qu'à l'époque. Mais c'est un film qui a fait un devoir de mémoire quand même assez incroyable. Et bon, Jurassic Park. Devoir de mémoire aussi. Pour moi, c'est un film et c'est un truc qu'on peut tout. Les dinosaures. C'est un truc qu'on peut enlever au film de Spielberg, c'est leur sincérité. Et en fait, exactement. C'est pour ça que c'est la liste de Schindler, c'est un film hyper sincère, mais tellement sincère que tu te... Voilà. Et très intime, parce que sur toute la carrière de Spielberg avant ça, il n'a jamais parlé de qu'est-ce que ça voulait dire pour lui le fait d'être juif, et là je parle à la fois de la religion, de l'ethnie, de ce que ça veut dire, de ce qu'il projette dans le projet que pourrait être Israël, parce que là, le film se conclut sur quoi il se conclut. C'est des choses qu'il a non pas sciemment, mais juste qu'il n'a pas traité à ce moment-là de sa carrière, et là en fait c'est un peu le cinéma de la maturité, pour le dire bêtement, je pense que le côté c'est tellement intime et personnel pour lui qu'on pourra jamais on peut lui faire un procès sur plein de choses sur ce film, mais pour le coup l'intention et la pureté de la démarche se ressent à chaque plan, et c'est un putain de film. Enfin, moi je trouve que je l'ai pas revu non plus depuis le lycée parce que j'ai trop peur, et la même année il fait Jurassic Park, et qui est un film hyper sincère aussi en fait, complètement, qui est vraiment un film génial, bien sûr, vraiment, tu vois. Et après ça, on tombe il fait une pause de 4 ans, il revient avec 2 films la même année. Bon, la suite de Jurassic Park et Amistad. Alors là, on commence à lui sur les deux. Il se vautre, mais il dit c'est pas grave parce que l'année d'après, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut sauver le soldat Ryan. Qui est moins film que j'aime pas beaucoup, pareil. Qui est vraiment sa volonté de faire le jour le plus long, quoi, mais avec de l'argent et avec des nouveautés de moyens techniques. Enfin, très clairement, tu vois, c'est faire le grand film de guerre à l'ère aux prémices de l'ère numérique. Et moi, je trouve que c'est un film qui a des qualités, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, qui n'a pas forcément hyper bien vieilli, je suis assez d'accord, mais qui reste un film de guerre assez solide. C'est juste qu'il y a des choses, à mon avis, mieux qui ont été faites depuis. Non, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a été énormément, quand même, à l'époque, pointé du doigt pour effectivement le côté vraiment à hauteur d'homme au début, etc. Et la violence, effectivement, du début. Alors que moi, je trouve que c'est la seule chose que je retiens du film. C'est-à-dire que j'ai vu ce film 3 fois. Les 2 fois où je l'ai revu, je me souvenais que de la scène d'intro, et je vois le film en entier jusqu'à Matt Damon. De quoi ? La première scène, oui, jusqu'à Matt Damon vieilli là, à la fin, et ensuite je black out complètement le film, ça me l'a fait, et là de nouveau je ne me souviens que de la scène intro. Alors fun fact, j'ai vu ce film pour la première fois il y a 1 mois, parce que j'avais trop peur, et je vais pas vous mentir, je l'ai vu chez moi et c'était trop pour moi la scène d'intro, donc j'ai vachement fermé les yeux, du coup je me souviens extrêmement bien du reste du film. Et j'aime beaucoup les dialogues, j'aime beaucoup Tom Hanks dans ce film, malgré tout. Mais ce film ouvre les années 2000, même s'il sort en 98, et il ouvre pour moi Est-ce qu'il gagne aussi l'Oscar du meilleur réalisateur une 2e fois pour ce film. Exactement, donc là il y a vraiment, à partir de là, Spielberg devient il était déjà Spielberg, mais là il devient
disons l'inévitable. C'est le parrain. Et ça correspond aussi à la période où il devient producteur. Il crée le studio DreamWorks avec Jeffrey Katzenberg et David Geffen. Il n'avait pas déjà créé la Ramblin avant? Là, il y avait mais Amblin, c'est sa boîte de prod. Mais DreamWorks, c'est vraiment un studio. En fait, là, il crée un studio et il y a deux choses qui se passent en parallèle. Un, je pense qu'il a compris que le monde n'était pas rose. Je le dis très sincèrement. Et deux, il a compris que le monde n'était pas rose et que donc il pouvait faire de l'argent. Et il se passe deux mouvements en parallèle dans le passage au XXIe siècle. Il va faire des espèces de thrillers psychologiques intenses, paranoïaques, avec une radicalisation dans ce qu'il pense du monde qui est beaucoup plus dark. Et il va produire tous les dessins animés de la télévision. Et je trouve il va que produire des jeux vidéo de guerre aussi. Et des jeux vidéo de guerre et des trucs complètement. Enfin, c'est la décennie de AI, de Minority Report, War of the World, la guerre des mondes, pardon, Munich. Bon, Indiana Jones, c'est Tintin, d'accord, mais tout ceci, enfin Munich à cette époque-là. Indiana Jones 4. Munich à cette époque, mais j'aime bien le fait qu'on dise encore Indiana Jones, je sais pas de quoi on parle. Munich à cette époque-là, c'est quand même un film qui lui vaut des menaces de mort, qui le place comme un cinéaste il y a même des gens qui commencent à demander à le boycotter parce qu'ils sont pas contents du traitement d'Israël dans le film, parce qu'il fait une équivalence entre attention, je vais utiliser des mots qui sont hyper chargés dans notre époque et de toute époque, mais entre des terroristes, des combattants, des soldats, des civils, et il crée des ponts entre chacune de ces personnes. En fait, c'est un film dont le sujet principal est de dire que la violence appelle la violence et que la vengeance appelle la vengeance et qu'en fait ce truc-là n'a pas de fin. C'est un peu globalement Et c'est sa première collaboration avec Tony Kushner, qui est le dramaturge de Angels in America, une pièce de théâtre assez iconique des États-Unis. Et Tony Kushner a une vision sur le sionisme et ce qu'il représente entre les années 70 et les années 2000 qui est fascinante, et ce film est sorti en 2005. Il parle de l'année 75, donc des attentats sur les Jeux Olympiques de Munich 72 où en fait des artistes, des sportifs olympiques israéliens ont été kidnappés par divers fronts de libération palestinienne à Munich et qu'ils ont été tués pour la plupart, et c'est un événement hyper tragique de l'histoire, et la manière dont Spielberg le raconte par la plume de Tony Kushner. Moi, c'est mon film préféré de Spielberg, spoiler alert. C'est quelque chose c'est un film qui nous appelle et qui nous hurle aujourd'hui. Voilà, je suis hyper intense d'un coup, mais c'est vraiment un film qui n'a pas... un film d'une noirceur et d'un désespoir qui est assez terrible. Ouais. Et qui a à son époque plus mieux vieilli que Indiana Jones 4. Mais ce qui est fou c'est fou de faire un film sur le conflit israélo-palestinien en 2005 pour parler de 72 et qui en 2026 a toute sa pertinence. Enfin, voilà. C'est une période où Spielberg, j'ai l'impression qu'il a mis ses lunettes de grand garçon. Mais alors, est-ce qu'on peut... surtout, il pouvait faire ce qu'il voulait. Enfin, tu vois, mais il y a plein de gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent et qui font pas ça. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, après, il y a eu des sursauts, mais que c'est quand même un peu son chant du loup, entre guillemets, Munich, puisqu'après, il va quand même avoir quelques films. Chant du loup, c'est un film d'Antonin Baudry, mais Chant du cygne, ça veut dire qu'il va mourir, donc non plus. Non, mais dans le sens, c'est un peu son grand film avant, on va dire, à un moment où derrière, on va avoir alors effectivement Indiana Jones 4, les aventures de Tintin qui a diffusé. Cheval de guerre, quand même. Pardon ? Cheval de guerre, quoi. Cheval de guerre, j'y viens. Et après, il remonte un peu, entre guillemets, la pente avec Lincoln, le pont des espions. On aura le bon gros géant. Enfin, il amorce quand même, on va dire, une deuxième moitié de décennie un peu plus compliquée. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de bons trucs. Ouais. Mais il devient c'est un peu en demi-teinte. C'est en demi-teinte. Il y a du très bien. Typiquement Lincoln, c'est quand même un bon film. Moi, j'aime plutôt bien le Tintin, mais je pense que Cheval de guerre, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Indiana Jones 4, c'est ce qu'il a fait quasiment de moins bien. Oui, mais par exemple Pentagon Papers et Ready Player One qui se suivent quasiment dans la même année, ça revient un peu à cette dichotomie-là. C'est dommage qu'il y ait eu le gros géant avant, quoi. Mais c'est vrai que parce que Rita disait un truc qui était intéressant quand elle parlait justement du fait que Spielberg filmait ce qui lui faisait peur. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve que moi j'ai pas vu Munich, mais j'ai vu La Guerre des Mondes. Clairement, La Guerre des Mondes, ça a été éculé, tout le monde l'a dit, mais on sent le post 11 septembre à balle. Et je pense que, à mon avis, il est jamais autant pertinent que quand effectivement il est dans cette espèce de dynamique-là de cinéma, et que je pense que passé les années 2010, il filme peut-être le monde de manière un peu passiste, en tout cas avec plus d'incompréhension que d'aller s'emparer des sujets qui lui font peur. Et du coup, je trouve que il est un peu moins pertinent aussi peut-être là-dedans parce que il est moins fasciné, en tout cas pris à vif par les sujets qu'il va filmer. Je fais juste un tout petit pour nos auditeurs qui nous regardent sur YouTube et ceux qui nous écoutent. Rita est partie en courant, on l'a pas chassée, elle est donc du coup allée voir le Spielberg pour les gens pour qui elle disparaîtrait totalement, ou si d'un coup elle n'ouvre plus sa bouche avant la fin du focus. Je te rejoins complètement là-dessus maintenant, Félix, et je trouve qu'effectivement là, alors Disclosure Day et bon, pas ce qu'il a fait de mieux, mais je trouve qu'en plus il y a une petite remontée, on va dire, ces dernières années, ses tout derniers films, effectivement, avec Pentagon Papers, Ready Player One, et même j'ai l'impression West Side Story. West Side Story,
Moi, West Side Story, c'est un de mes Spielberg préférés de loin. Pour moi, si tu prends Pentagon Papers, Ready Player One, sur lequel on peut émettre des critiques, mais qui a quand même une innovation formelle, même assez impressionnante, West Side Story et The Fabelmans, il y a quand même, pour moi, c'est quand même très bien. C'est 4 très très grands. Bah ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et The Fabelmans étant vraiment son film le plus, effectivement, le plus personnel. Mais je suis d'accord avec cette lecture, je trouve qu'en fait c'est totalement ça. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui pose problème dans Disclosure Day. En fait, c'est un des codex pour voir ce qui fonctionne pas dans ce film-là. C'est de comprendre d'où il se positionne pour filmer son sujet, en fait. Et je pense que t'as raison, il a une lecture passiste là encore. Et du coup, ce qui est parfois de l'intime dans The Fabelmans ou même dans Ready Player One, on sent qu'il y a une implication même intellectuelle et intime dans cette espèce d'essor de la technologie, de tout un tas de références à l'ancienne. En fait, ça devient potentiellement rétrograde dans d'autres films. Et j'espère qu'on va pas le revoir dans les prochains projets qu'il pourra porter. Mais là, en tout cas, dans Disclosure Day, c'est clairement ça qui pose souci, je pense. Ouais, cool. Je pense que c'est la grille de lecture à retenir de ces dernières années, peut-être. Ouais, enfin, qu'il a vieilli quand même un peu à vitesse grand V, quoi, et que c'est vraiment un peu plus compliqué aujourd'hui. Ou qu'en tout cas, encore une fois, sa lecture du monde, c'est plus une lecture de peur ou d'angoisse, mais c'est une lecture d'essayer d'appréhension par des portes d'entrée qui sont anciennes, quoi. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est construit aujourd'hui lui parle plus nécessairement, il cherche plus à le filmer. Ça, il l'intéresse plus. Enfin, encore une fois, c'est des vieux. C'est normal. Hein, ouais. Les vieux, ils sont comme ça, tu vois. Peut-être que le monde est tellement angoissé. D'ailleurs, tu sens un peu ce truc-là dans le Disclosure Day que il faut du coup quelque part tartiner un peu de trucs, tu vois, de pommade pour que tout le monde soit heureux et machin en sortant de la salle. Mais du coup, ce qui est moins pertinent, je pense, que quand il est lui-même impliqué par son sujet, quoi. Et alors rapidement, parce que là on a parlé évidemment de sa carrière de réalisateur principalement, il s'est quand même été aussi un producteur et un producteur délégué sur pas mal de films. Je vais le dire assez rapidement, mais il a notamment produit des films de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, Super 8 de J.J. Abrams, et puis je pense quand même qu'il faut en parler en tant que producteur délégué. Il y a eu les Gremlins de Joe Dante, il y a eu les Retours vers le futur, il y a eu Men in Black, il y a eu il y a eu enfin le masque de Zorro, enfin il est quand même passé par Transformers, il est passé, non mais c'est vrai, non mais des jouets, non, et même les films de DJ Caruso, si vous avez la ref, genre L'œil du mal et tous ces bails, non mais oui, je pense qu'il faut différencier les films. Ces films-là, les films de Zemeckis, les films où il est vraiment impliqué dedans, et les films en fait qui sont souvent des films qu'il a failli réaliser, mais sur lesquels il garde un crédit de producteur, qui sont un peu sur lesquels il n'est pas réellement impliqué. Mais oui, en effet, il a une carrière de producteur qui est démente, et notamment à la télévision dans les années 86 avec la série de la 4e dimension. Il a avec Amazing Stories aussi, qui est une série qu'il a créée. Enfin, il y a une espèce de prise de pouvoir sur l'imaginaire mondial dans les années 80 qui est réel d'un point de vue de son point de vue, en tout cas. Puis c'est un producteur qui a vraiment la main sur le film, quoi. C'est tout l'espèce de légende de Poltergeist où en fait Toby Hooper n'aurait pas vraiment réalisé le film, parce qu'en fait ça serait Spielberg parce que c'est trop bien réalisé ce que fait Toby Hooper. C'est la légende, mais elle est un peu méchante. J'ai l'impression qu'on aurait presque pu faire une émission spéciale sur Spielberg, parce que la réalité c'est que là on a déjà fait un long focus en termes de temps. On a très peu parlé de son style. Exactement. Est-ce que tu veux un peu parler de son style avant on l'a évoqué à plein de moments. On l'a évoqué dans Disclosure Day, j'y passerai pas des centaines d'années, mais je trouve que c'est un peu fascinant ce qu'on a évoqué par rapport à la tension entre le blockbuster et le film intimiste, parce que je pense que ça se ressent vraiment dans sa mise en scène. C'est quelqu'un je pense que sur les questions techniques, vous avez beaucoup plus de choses à raconter tous les deux, mais moi ce qui me frappe, c'est sa capacité à faire des films qui sont en termes de découpage dans une sorte de forme qui a vraiment pour le coup imposé un moule à l'industrie. C'est-à-dire que cette espèce de truc où tu fais un film en longueur souvent, même si peut-être qu'il y a 30 ans les films étaient moins longs, mais je suis pas certain en vrai. Par exemple, typiquement AI, il fait déjà 2h20. Des films très longs dans lesquels tu as beaucoup de, comme tu disais, des moments de dilatation, des moments de gestion de l'action et des enjeux humains et des dialogues à proprement parler, avec vraiment la capacité à être sur les deux plans. Et je pense que c'est assez rare en fait de réussir à faire ça. Je trouve qu'il y a une patte Spielberg dans le découpage, dans la construction de l'univers aussi, parce que c'est aussi ce truc-là de vouloir à chaque fois ancrer un univers. Enfin moi j'ai des ressentis très forts sur la guerre des mondes. Typiquement c'est un film qui emprunte Munich de la même manière. Enfin je pense que dans chaque film, dans Jurassic Park de manière éclairante, il y a des arènes très fortes aussi, et ça c'est une patte qu'il a imposée je pense au reste de l'industrie. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on aurait pu développer et qui font de lui un cinéaste qui est quand même assez fascinant, y compris quand on est, et ça c'est un truc qui est génial et qu'on l'a dit mais que je trouve génial, même y compris quand on sait que lui, son nom est peut-être une sorte de synonymie avec le cinéma américain en fait. Oui. Je trouve qu'il est devenu ça, et même en fait en creusant on se rend compte qu'il est multiple et qu'il y a plein de choses à développer dans son cinéma. Donc je suis peut-être un appel pour les gens qui seraient peut-être un peu blasés qu'on ait fait 45 minutes sur Spielberg. Je pense que c'est quand même hyper intéressant de revoir tous ces films en fait, parce que c'est une super porte d'entrée pour plein de choses. Quoi. Bien sûr, mais dans tous les sens du terme, vraiment.
Et alors Rita nous a dit que c'était Munich, son film préféré de Spielberg. Vous, si vous deviez en retenir qu'un, c'est hyper dur. Bah en vrai, moi je vais faire un peu le prouveur, mais je vais dire Duel parce que c'est un des premiers que j'ai vu, étonnamment. Enfin, un des premiers que j'ai vu avec un œil. Non, avec un œil, j'ai l'impression que j'allais me reprendre, avec un œil en mode je vais vraiment voir un film en essayant de comprendre ce qui s'y passe. Donc du coup, j'ai un souvenir très clair de moi à 15-16 ans de lancer Duel. Je pense que je m'étais lancé dans une rétrospective que j'ai pas fini. Et j'ai un souvenir très vif de me dire, ok, en fait, là, il y a peu de moyens, mais il se passe quelque chose de très très fort, quoi. Yuri? Moi, il y en a énormément que j'adore, donc je vais peut-être les citer, mais La Guerre des Mondes, Rencontre du troisième type, Jurassic Park. Mais dans les derniers, vraiment, West Side Story, c'est un film qui surnage à énormément de niveaux. Laurent? Et ben moi, je vais citer. Bref, ça n'a pas de. Je suis d'accord, la question a presque pas de sens. Non, moi j'ai l'impression que je peux en citer 12. Moi, vraiment, mon petit perso préféré, ça reste Indiana Jones et la dernière croisade. Le 3, bien sûr. Avec un film incroyable. Qui est vraiment, je trouve, le summum de ce qui peut se faire en cinéma de divertissement. Voilà, qui est vraiment super et très très kiffant. Je voulais aussi citer un autre que j'avais, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est vachement bien, Arrête-moi si tu peux, qui est quand même vraiment un excellent comédie un peu comme ça d'action, j'adore ce film aussi. Qui est super. Et Félix? Bon, vous les avez déjà dit, hein, mais moi j'adore La Guerre des Mondes. En vrai, j'aime beaucoup Duel, mais moi c'est rigolo, je l'ai vu vraiment super jeune. On me l'avait montré en cours, je devais avoir 9-10 ans, et j'avais été captivé par le film parce que le camion il fait trop peur, quoi. Et c'est trop fort de réussir à faire ça. Et tu ne vois jamais le conducteur. Donc ça, je trouve ça incroyable. Après, je suis d'accord avec toi, le Indiana Jones 3 c'est super. Enfin, en vrai, Jurassic Park c'est incroyable. Non, mais tout est bien. Il y en a plein qui sont bien. Et effectivement, Funny Peppers aussi, c'est super. Ouais, non, mais dans les récents, on a plein de bien, ouais. Moi j'aime beaucoup E.T., mais j'allais dire, c'est marrant parce que je trouve que c'est un de ces films, enfin pas E.T., mais le deuxième que je vais citer, les plus, j'allais dire, Rencontre du troisième type, où je trouve que c'est un de ces films les moins, je dirais, abouti à plein de niveaux, parce que le film est bordélique, la trame a pas de sens, etc. Mais ce film me fascine, mais complètement. Donc je dirais aussi celui-là, même si j'aurais pu dire La Dernière Croisade, même si franchement, je vous disais, je pense que je peux filmer citer la moitié de sa filmo. Ce qui en dit long sur le bonhomme. N'hésitez pas à réagir au focus, à nous dire, vous, quels sont les films, effectivement, qui vous ont marqué, ou peut-être aussi ceux qui vous ont, au contraire, moins plu, à part peut-être ce Disclosure Day sur lequel vous nous ferez des retours la semaine prochaine. On enchaîne avec le nouveau film de Quentin Dupieux, le premier de cette année, et peut-être pas le dernier. Il y a beaucoup de moyens aussi là-dedans. C'est Le Vertige. Bruno. Oui. Quoi? Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok. J'ai la certitude absolue que le monde dans lequel nous vivons... Le personnage était en train de le dire, mais je vais le reprendre puisque c'est le pitch. Jacques se range chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante. L'humanité tout entière vit dans une simulation. C'est donc le nouveau film de Quentin Dupieux qui est son premier film, si je dis pas de bêtises, d'animation. Ouais. Je pense que c'est son premier film d'animation. Valentin... déjà, est-ce que t'en as marre de Quentin Dupieux? J'en avais marre les derniers films. C'est pas un acte de réconciliation. Mais je pense qu'en ayant pris en compte tout ce qui était devenu Quentin Dupieux, ça va. Non mais on peut s'arrêter là. Non mais je vais faire un disclaimer quand même sur le fait que violence ce que tu dis. Non mais parce que je vais étayer mes propos, c'est-à-dire que d'un point de vue cinématographique on pensera ce qu'on veut. Moi m'est avis qu'il pondait des trucs tous les 3 mois qui n'ont pour la plupart aucun sens depuis 3-4 ans. On parlera du type d'animation aussi parce que... Mais voilà, mais ça à la limite je vais revenir, mais juste je vais faire une petite incise sur quand même ce qui est devenu Quentin Dupieux dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est quand même devenu un type qui va insulter des jeunes créateurs sur les réseaux sociaux, DM des gens qui ont la moitié de son âge pour leur dire que c'est des abrutis finis parce qu'ils ont osé émettre une critique. Donc Quentin, viens nous chercher, voilà. Écris-nous, démontre-nous pourquoi on est tous des abrutis. C'est un comportement honnêtement minable. Voilà, c'est un comportement d'abruti fini. Il y a aucun monde où tu le... Et il affiche des gens pour leur physique aussi. Voilà, exactement. Voilà, j'allais y venir. Et souvent des meufs. Il y a un petit twist. C'est pour ça que je dis que je pense que je fais méga confiance sur le fait que ce soit un... Tant qu'à faire, autant mettre un peu de sexisme. Oui. Et une fois qu'on a fait cette incise... Là, il va vraiment venir te chercher en DM. Mais non, mais qui viennent. Moi, je l'attends, avec plaisir. Octogone. On l'invitera ici. Ok, si tu le dis. Non, mais en fait, au-delà de ça, je pense qu'il faut toujours un peu juger le concept, la qualité du concept et la qualité du film. Là, le concept est un peu marrant. C'est-à-dire que je trouve que globalement, cette idée de replacer ça dans un univers visuel qui serait je sais pas comment... Une cinématique de PS1, quoi. Ouais, voilà, entre la cinématique de PS1, le début des Sims, il y a un truc un peu étrange. Mais vraiment avec des moments vraiment très très déstabilisants en tant que spectateur. Je trouve On est dans la vallée de l'étrange.
Non, parce que c'est pas assez bien fait. On a basculé, mais il y a des petits moments un peu étranges. Par exemple, à la fin, il y a une scène de conférence avec du public et mais t'as vu qu'il y a des moments où en fait ils jonglent avec des vraies personnes. En gros, il y a une silhouette sur scène et le public et on voit les deux en même temps. Et en fait, en fonction des cadrages, il y a des vraies personnes ou des montages animés. Donc, je trouve que c'est bizarre. Il y a des manières dans l'animation qui laissent à penser que c'était des trucs plus ou moins réalistes. Donc, ils jouent un peu avec ça et je trouve que c'est déstabilisant. Après, le film n'a aucun sens une fois que tu part du principe que le concept est marrant. Moi, j'y allais surtout pour voir à quoi ça allait ressembler visuellement et je trouve que c'est assez réussi. Après, sur le principe, il s'est pas fait chier à écrire une histoire. Globalement, c'est à moitié improvisé tout le temps. Ça joue beaucoup sur les fulgurances d'interprétation de Chabat et Jonathan Cohen et d'Anaïs de Moustier qui est hilarante en vrai sur les quelques scènes qu'elle a aussi. L'histoire n'a ni queue ni tête, vraiment. Je pense sincèrement que c'est, tu vois, dans le processus de création scénaristique, je pense vraiment que toutes les options les plus faciles, toutes les cartes les plus faciles à tirer, il les carte les unes après les autres. Enfin, il les tire les unes après les autres. Donc, quand il est confronté à un problème d'écriture, je pense qu'il choisit la solution la plus simple et la plus basique. Et du coup, en fait, au bout d'une heure, t'as pas raconté une histoire concrète. Enfin, ça ne marche pas. Malgré tout, je crois que visuellement, il y a quelque chose qui m'a plu, qui m'a ramené un peu au Dupieux que j'aime bien, c'est-à-dire celui qui est inventif, qui est étrange, qui a pas vraiment d'équivalence non plus dans le cinéma français. Donc du coup c'est un projet que j'ai l'impression de ne pas pouvoir voir globalement ailleurs, peut-être parce que personne ne peut se permettre un truc aussi peu abouti, sauf à s'appeler Quentin Dupieux, c'est un peu ça le problème. Mais bon voilà, je pense que je m'arrêterai parce que pour le reste c'est une anecdote quoi. Non mais on l'a dit souvent de ces films que en fait c'est des idées de court-métrage qu'il étend sur un long-métrage pour le sortir au cinéma. Félix, est-ce que toi aussi t'as un tout petit peu renoué avec Dupieux? Toi tu l'avais quitté sur Le Dain, c'est le dernier film que t'as vraiment aimé de lui? Ouais, et après je trouve que en fait il a rien à me raconter, ou alors c'est toujours la même variation du même thème. Je pense qu'il est un peu obsédé par la question du narcissisme de notre époque, tout en étant extrêmement narcissique aussi, parce qu'il se met vachement en scène et beaucoup dans celui-là, où t'as des espèces de petits goodies, où tu vas voir sa petite peluche à un moment donné, ou lui-même dans le film, parce qu'à la fin il y a une séquence de making-of, parce que le film dure pas assez longtemps pour faire un vrai film, du coup il te met quand même 3 minutes de making-of à la fin. En vrai, celui-là, ce qui est assez marrant, c'est que il fait un peu moins court-métrage étiré que les autres, dans le sens où il y avait un vrai concept qui aurait pu être vraiment exploité et faire un super film. Je trouve que ça fait moins petite idée, et en fait t'as été obligé d'en mettre genre 2-3 autres et de faire un film à sketch parce qu'il faut remplir. Là il y avait vraiment quelque chose, et en fait comme tu l'as dit, je trouve qu'il en fait pas grand chose de ce concept là. Genre le pitch, le concept est très rigolo, mais en fait ça s'arrête là, et il se repose exclusivement sur son casting qui est un truc très français aussi, de genre mais de toute façon je vais prendre des super comédiens, ils sont identifiés, les gens vont venir en salle, ils vont improviser, et du coup ça va marcher. Il vaut mieux qu'ils soient identifiés puisque ils ressemblent à rien là. Ouais voilà, et je trouve on les reconnaît étonnamment, à part Anaïs de Moustier qu'on reconnaît moins bien quand même, les deux autres oui Jonathan Cohen on le reconnaît bien, mais c'est dommage en fait. Je trouve presque le film pas assez bizarre par rapport à son concept de base, c'est-à-dire que je me dis, si tu veux vraiment explorer les bugs et les glitches justement d'une simulation, vas-y à fond. Et là je trouve qu'en fait c'est vraiment des espèces de petites anecdotes de si tu joues aux jeux vidéo, ok, tu comprends que le pigeon il bouge pas et il est dans les airs, ok, c'est rigolo, mais je sais pas, je m'attendais vraiment à avoir un espèce de truc c'est le sérieux que lequel il a dit c'est rigolo, mais plus vertigineux. En vrai oui, et je trouve qu'en plus le film à la fin finit sur un truc où il essaye d'avoir un discours sur la société, t'es en mode non arrête, laisse ça tomber. a vraiment l'air d'être un mauvais machinima quoi, c'est fou. Mais c'est ça, en fait c'est exactement ça. Je vous invite à écouter ma carte blanche sur les machinima, et il y a des trucs qui sont sortis qui sont beaucoup plus intéressants sur notre rapport au virtuel et au réel dans des simulations de jeux vidéo. Il y a un super juste documentaire. Les machinima, c'est les films du coup je le redis pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté ta carte blanche, qui sont filmés à l'intérieur de jeux vidéo, c'est-à-dire que les personnages vont se comporter d'une manière dans le jeu vidéo et ça va donner une narration. Exactement. Sachant que là du coup c'est pas un machinima parce qu'il a juste scanné en 3D les acteurs et grosso modo c'est très mal fait, mais c'est le principe du truc. Bref, non mais en fait voilà, il y a vraiment, je trouve, énormément de trucs qui sont sortis récemment sur ce rapport au virtuel là qui sont beaucoup plus pertinents, et à la limite je m'attendais pas à avoir un Dupieux philosophe, mais juste au moins fais-moi rire et vas-y à fond. Et là en vrai le rire était timide quoi, j'ai souri 2-3 fois, la salle aussi, mais bon c'était pas l'emballement général. Je trouve que ça manque de folie. Le mec il a quand même fait un film avec un pneu qui tue des gens, et là il en est à faire le Jonathan Cohen show dans une PS1 quoi, et je trouve ça un peu dommage. Oui, ou réalité par exemple sur un truc de de folie, de plonger dans l'obscurité du réel, de comprendre une espèce de remise en question de savoir si le réel est vraiment ce qu'il est. C'était il y a 10 ans, en réalité
11 ans même, peut-être, je sais plus, 2014, 2015. 2014, ouais. Moi, ça fait un moment et j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup avancé sur cette question, quoi. Ah ouais, vraiment. Et le parcours des personnages est inintéressant, quoi. C'est vraiment juste, je vais faire des archétypes et ils vont être un peu marrants parce qu'ils sont blasés de tout, ou alors ils sont cons. Enfin, je veux dire, notamment les meufs à chaque fois, tu sais pas pourquoi. Enfin, bon, sans vouloir le taxer misogyne, mais je trouve que toujours ces personnages de meufs, elles sont insupportables ou connes, hein, grosso modo, ces derniers temps. Alors tu me diras, les mecs aussi, mais ils sont quand même plus sympathiques parce qu'ils font des blagues et des machins. Mais Dans le Dain, c'était l'inverse. Ouais, oui, complètement. Ceci dit, effectivement, mais c'est pour ça que c'est un bon film. Mais ouais, je trouve vraiment qu'il a juste plus rien à dire et que maintenant c'est le cinéaste marketeur du concept. Et tu sens d'ailleurs que toute la team ils sont contents parce qu'ils se sont dit, ah là c'est super, on va faire l'événement, on va faire une super première semaine et puis après, bon, les gens vont se rendre compte que c'est tout le marketing bien. d'ailleurs est insupportable. C'est-à-dire que tout le truc où tout le monde a sa petite marionnette des guignols presque. Même UGC, mec, le UGC au début, il est en pixelisé. Enfin, tu sens qu'ils ont fait des. Enfin voilà, c'est un marketeur. La tête de Célignac pour annoncer Shifumi, ça m'a fait rire. Moi, j'avoue, c'est peut-être le truc qui m'a le plus fait rire avec le pigeon. Voilà. Oui. C'est un problème quand même. Mais bon, vous affolez pas, il avait 2 films à Cannes, il y en a déjà 2 qui sont à ce Cannes dernier, il y en a déjà 2 qui sont prévus pour 2027. Donc on aura l'occasion de le revoir. Quand est-ce que le festival de Cannes va devenir le festival Quentin Dupieux, quoi, où il va faire genre 8 films, ce serait 8 films. Une catégorie à part entière va s'ouvrir. Et bah écoutez, merci beaucoup et on termine l'émission avec une carte blanche, ma carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Personne pour lancer le sujet de ma carte blanche, mais je vais me demander s'il faut traumatiser les enfants au cinéma. Alors, cap de la trentaine oblige, certains de mes amis sont récemment devenus parents et dès que leurs enfants étaient en âge de voir leur premier film, ils se sont tournés vers l'experte en cinéma que je suis à leurs yeux pour me demander est-ce que je peux l'emmener voir ce dessin animé ou est-ce que je risque de le traumatiser pour toujours. C'est pas si facile d'en juger quand on n'est pas encore soi-même parent, ça a eu le mérite de me replonger dans ma propre enfance à la recherche des films que j'ai sans doute vus trop tôt et de m'interroger très sérieusement sur si c'est une bonne ou une mauvaise idée de traumatiser les enfants au cinéma. On parlait plutôt dans l'émission de Steven Spielberg, marqué durablement par le train qui déraille dans le plus grand chapiteau du monde, et je pourrais citer Guillermo del Toro ou Tim Burton qui ont, quant à eux, développé très jeune une fascination inquiète pour les monstres de cinéma. Chez ces trois-là, il y a à l'origine de leur amour pour le 7e art et de leur future vision créative, non pas le souvenir réconfortant d'une happy end, mais bien une image qui a provoqué la peur ou du moins une forme de trouble. Et je pourrais le généraliser à la plupart des cinéphiles. On a presque tous été confrontés, enfants, à un film qui nous a profondément dérangé et qui tient aujourd'hui une place importante dans notre imaginaire. Pour ma part, c'était Princesse Mononoke. Alors je sais, être traumatisé par un Miyazaki, c'est tout sauf original. On compte plus le nombre d'enfants de ma génération qui ne se sont jamais remis des parents cochons dans le voyage de Chihiro. Mais ce qui m'a frappé en revoyant le film avec mes yeux d'adulte, c'est que la scène qui me restait en mémoire ne figurait ni monstre ni violence, alors que le film en regorge. Non, ce qui a provoqué de la terreur chez moi, c'était ces personnages recouverts de bandages et allongés à même le sol. Et quel malaise quand j'ai réalisé que ces momies qui m'avaient donné la chair de poule étaient en fait de pauvres lépreux agonisants. Mon frère, lui, a longtemps été hanté par une image d'Apollo 13 que nous regardions en boucle, lui, ma sœur et moi. Et là encore, ce n'était pas l'aspect film catastrophe qui provoquait la panique chez lui, mais une archive d'un JT de l'époque dans laquelle la colorimétrie passée et le son légèrement déformé donnaient un air jugé inquiétant au présentateur. Au même moment, pourtant, on saignait Titanic sans ressentir le moindre début d'anxiété, alors que je sais pas, what the fuck, pourquoi mes parents nous ont mis devant si jeunes. Tous ces exemples pour vous dire que ce qui fait peur aux enfants est bien souvent imprévisible et que ça raconte souvent plus de choses d'eux que du film en lui-même. Je ne vais pas me lancer dans une séance de psychanalyse parce que je n'en ai ni le temps ni les compétences, mais on l'a dit tout à l'heure, Spielberg a souvent dit qu'il filmait ce qui lui faisait peur, et il n'est pas anodin que Del Toro et Burton aient finalement développé une empathie telle pour les figures monstrueuses qui sont désormais les héros de leurs films. Car tel Batman qui se déguise en chauve-souris, peur et fascination vont souvent de pair. Et en effet, de ma petite expérience subjective, je considère maintenant Princesse Mononoke comme un chef-d'œuvre, et coïncidence ou pas, l'œuvre de Miyazaki ou plus largement l'animation japonaise tiennent aujourd'hui un rôle central dans ma cinéphilie, alors que pourtant ça avait relativement mal commencé. Ces dernières années, vous aurez sûrement remarqué qu'il ne faut surtout pas faire peur aux enfants, c'est devenu un enjeu central. Les parents se renseignent davantage en amont d'une projection, les avertissements se multiplient, les figures de grands méchants ont presque disparu des films jeunesse. Loin de moi l'idée de défendre ici que c'était mieux avant, qu'il faudrait biberonner la nouvelle génération au silence des agneaux, simplement puisqu'il est si difficile de prévoir ce qui va susciter de la peur chez un enfant et tout aussi difficile de savoir ce qu'il en fera de cette peur en grandissant, autant les laisser explorer des univers non aseptisés, rencontrer des vrais
paraît méchant, se confronter à l'étrange, au bizarre, parfois même carrément au dérangeant. Parce que c'est souvent dans ces zones d'inconfort que l'imagination se met en mouvement. Alors, jeunes parents, n'ayez pas peur que vos enfants aient peur. Au cinéma comme ailleurs, c'est de toute façon peine perdue. Mais l'avantage, si ça se passe sur un écran, c'est que vous n'êtes pas trop loin a priori et que vous pouvez leur prendre la main. Comme tous les adultes, j'ai des tas de choses à reprocher à mes parents, mais je ne les remercierai jamais assez de m'avoir laissé avoir peur au cinéma. Et c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à réagir bouh et à nous dire, écoutez, à me dire vous quels sont les films qui vous ont fait très peur enfant. On réagira à ça la semaine prochaine.